Salut à toutes et à tous, c'est Guillaume. Avant de vous confier votre épisode de Tech Café, un épisode un petit peu plus long parce qu'il n'y aura pas de supplément cette semaine, je voulais vous présenter mes excuses. J'ai un problème récurrent que je n'arrive pas à régler, qui est d'avoir un gain de micro qui est trop important. Et j'ai beau le régler avant l'enregistrement, systématiquement, il repart dans les cacahuètes quand je lance l'épisode. Donc, je sature et vous me l'avez d'ailleurs déjà signalé, vous avez bien raison. D'habitude, je le corrige dans les premières secondes où je lance l'enregistrement. Mais là, j'ai zappé et dans les 10 premières minutes, je sature particulièrement. Donc ça devrait pas vous exploser les oreilles parce que j'ai mes petits traitements qui font que les niveaux de son sont équilibrés, etc., etc. Mais je pense que peut-être vous allez sentir que la qualité de mon son n'est pas au rendez-vous. Je vous présente toutes mes excuses et je vais faire le maximum pour essayer de régler le souci. Allez, bon épisode. Deux nouveaux appareils présentés chez Microsoft et en particulier les nouveaux appareils Surface accompagnés d'un Windows 11 qui sera plus que jamais boosté à l'intelligence artificielle avec Copilot. Des nouveaux produits chez Amazon, il y en a en veux-tu en voilà, dont une partie qui va être plus que jamais boostée à l'intelligence artificielle et des infos sur l'intelligence artificielle, c'est dans Tech Café. Vous écoutez Tech Café, votre rendez-vous sur l'actualité de l'intelligence artificielle. Nous sommes le 25 septembre 2023 et c'est l'épisode 335. Je suis Guillaume Vendée, podcasteur technophile enthousiaste et je retrouve le responsable du conducteur de cet épisode, c'est Guillaume Poggiaspala. Salut Guillaume, et comment vas-tu ? Écoute, ça va mieux. Je sais, il y a beaucoup d'IA, mais c'est même pas ma faute, hein, et c'est eux qui les mettent dedans. C'est l'actu qui t'impose ça et tu ne fais que retranscrire la température un peu de l'actu tech, mais c'est tout à ton honneur Guillaume, surtout qu'on le traite avec sérieux, avec recul et puis avec encore une fois ce super dossier que je vous invite à écouter si vous n'avez pas écouté. Je me rends compte, il y a des personnes qui suivent Tech Café qui n'ont pas relevé qu'il y avait cet épisode, l'amasté, comment installer en gros ton propre chat GPT. C'est quelques épisodes de cela il est disponible dans le flux du podcast et vous allez pouvoir installer votre propre chat GPT sous réserve que vous ayez évidemment un petit peu de ressources sur votre ordi, mais vous allez voir que c'est assez malgré tout accessible compte tenu des ressources qu'on a aujourd'hui. Donc allez jeter un coup d'œil ou plutôt une oreille si c'est pas déjà fait. Guillaume, on se doit une nouvelle fois de dérouler notre sempiternel tapis rouge. Je vous rassure, on passe l'aspirateur à chaque fois, il est nettoyé, il passe en machine et il vous accueille dignement. Et en l'occurrence, on accueille dignement Tyrone, peut-être plutôt Linibou, Jérémy C et Julien Grandjean. Merci infiniment à vous quatre de soutenir Tech Café. Vous êtes allé sur patreon.com/techcafé et vous avez choisi de consacrer quelques euros de votre budget mensuel pour financer un contenu que vous ne trouvez nulle part ailleurs, en tout cas dans sa forme et peut-être même dans son fond. C'est un contenu qui vous aide concrètement au quotidien et qu'il vous est possible de consulter durant des temps morts de votre journée, les transports, le ménage, le sport, sous la douche ou, et oui, on doit probablement le reconnaître peut-être aussi un peu au moment de vous endormir. Alors on espère qu'on vous assomme pas quand même et qu'on contribue à vous informer. En tout cas, si vous qui nous écoutez, vous êtes dans la même situation qu'eux et dans la même situation des nombreuses autres personnes qui ont choisi de nous soutenir, je vous invite évidemment à aller à votre tour sur patreon.com/techcafé et vous abonner. En plus, c'est un abonnement moderne puisqu'il est sans engagement. Vous pouvez même plafonner votre participation. C'est notamment pratique si vous ne soutenez pas que Tech Café. Et puis en échange, vous profitez d'un flux privé du podcast sans la pub et même, surtout, j'oserais dire, un chapitrage détaillé des différentes rubriques à la seconde près. Donc si vous voulez passer d'une rubrique à une autre ou revenir en arrière, retrouver un sujet qu'on a abordé, c'est d'autant plus pratique. Et puis, je vous invite aussi à échanger entre vous et avec nous sur le serveur Discord et sur techcafé.fr dans les commentaires, et également, et c'est très important pour nous, de valoriser l'image du podcast sur les plateformes de podcast comme Apple Podcast, comme Podcast Addict. Il vous suffit de déposer quelques étoiles et un commentaire et c'est en fait super précieux pour nous parce que ça continue à faire rayonner donc Tech Café auprès des personnes qui connaîtraient pas encore le podcast. Il y a Captain Flamme qui a alors déposé il y a de ça quelques semaines maintenant, début juillet, un premier avis à 4 étoiles. Il a écrit podcast vraiment extraordinaire pour l'ActuTech et bien plus. C'est un vrai régal que de vous écouter chaque semaine avec non seulement de l'ActuTech mais aussi des explications techniques avancées.
rendu accessible par Guillaume P, sans oublier la bonne humeur, la culture et le lien avec l'histoire de l'informatique. Je n'ai qu'un seul mot, bravo. Alors du coup, j'avais presque envie de lui dire à Captain Flamme, mais écoute, avec un commentaire comme ça, pourquoi est-ce que tu ne nous mets que 4 étoiles? Dis-nous, qu'est-ce qu'il faudrait pour que tu mettes ta 5e étoile? Et figurez-vous qu'il y a quelques jours de cela, le 17 septembre, il y a un autre Captain Flamme, mais je pense que c'est le même, qui a déposé 5 étoiles. Je pense que du coup, ça a actualisé son avis et qui met « Merci les Guillaume pour le dernier épisode qui rend les LLM, donc les modèles de langage, accessibles à tous. » Il fait référence à l'épisode dont je parlais tout à l'heure. Quelle pédagogie pour démystifier tout ça. Je crois que vraiment le verbe d'ailleurs de démystifier est tout à son propos sur ce dossier-là. Une question en lien avec PrivateGPT et l'analyse de PDF. Peut-on élargir le contenu en entrée et lui donner des pages web, par exemple un intranet, pourquoi pas, à ingérer? Merci beaucoup pour vos podcasts de qualité et n'hésitez pas à en faire d'autres assez techniques dans la même veine. Bon bah écoute, message reçu Captain Flamme, on verra, c'était un test qu'on faisait et donc merci de répondre à notre appel pour savoir si c'était pertinent. Et Guillaume, du coup tu t'es un petit peu penché sur la question qu'il nous pose qui méritait cette 5e étoile forcément. Oui, bah, en fait la réponse elle est assez simple, puisque c'est oui, PrivateGPT supporte plein de formats, il supporte CSV, doc, EPUB même, et donc entre autres HTML, en plus de PDF et PPT, donc en fait oui c'est tout à fait possible d'envoyer du HTML. Alors évidemment c'est le texte qui va compter à l'intérieur, donc après c'est à lui de voir effectivement comment par contre rassembler tout ça, tu vois, si c'est sur un intranet, est-ce qu'il fait des copies sur le réseau ou pas, bon, ça c'est autre chose, mais en tout cas a priori oui, PrivateGPT supporte HTML. Et les usages dans votre entreprise peuvent être peut-être assez intéressants aussi à votre niveau, si vous voulez lui faire digérer toute une masse de contenu, d'informations que vous avez, et ça, sans crainte quelque part que ça parte sur des serveurs dont vous ne maîtrisez pas complètement l'usage. C'est aussi l'avantage de ce type de solution. Au passage, on a eu aussi une mention sur Twitter au sujet de robots chez Toyota qui apprennent simplement en observant des humains. Ils nous regardent comme ça, peut-être avec leur petit carnet, les robots, ils prennent des notes et puis après ils arrivent à reproduire notre métier. Évidemment, ça nous fait trembler de peur pour l'avenir, mais je n'en dis pas plus parce que Guillaume a prévu de répondre à ce sujet un petit peu plus loin dans l'épisode. Donc si tu veux la réponse à ta question, Cyprien Beloua, je prononce peut-être très très mal ton nom, en tout cas Cypribel sur X, tu auras ta réponse tout à l'heure. Écoute jusque là, mais Guillaume, sans autre forme de procès, et avant tout cela, c'est la saison des nouveaux produits et nouveaux appareils Surface. Alors la quintessence du PC à la sauce Windows qui nous est présentée avec des produits qui sont emblématiques de ce que devrait être le PC moderne. Guillaume, est-ce que tu veux nous décrire un petit peu ce que Microsoft nous a présenté? Ouais, bien sûr, écoute, alors le 21 septembre dernier, c'était la Saint-Mathieu. Et surtout, c'était l'événement Surface de Microsoft, donc traditionnellement tourné vers le matériel. Donc c'est luxueux et assez onéreux PC Surface, sauf que cette année, c'était clairement pas les Surfaces qu'on a présentées en profondeur, quoi. En fait, cette fois, ça s'appelait AI and Surface. Et c'était surtout AI et un petit peu Surface. Et même dans les présentations des Surfaces, en fait, il était aussi question d'IA. Donc voilà, je vous dis vraiment, c'est pas moi, il y en avait partout. D'ailleurs, si on regarde la keynote, là, il y a le lien dans les notes de l'émission, ça fait 1 heure à peu près. Les machines ont moins d'un tiers de temps d'écran à la fin. Donc on les sent vraiment secondaires. Et bon, si Microsoft le sent comme ça, on va pas trop les contredire, donc on va nous aussi expédier un petit peu comme ça le matériel. Voilà, bon, mais nous on va le faire d'abord, il n'y a pas de raison. Donc il faut dire que bon, il n'y a pas non plus de quoi s'immoler de bonheur devant ces nouvelles machines qui sont globalement identiques aux précédentes, avec une mise à jour des composantes bienvenues quand même, bien sûr, mais qui se payent aussi plus cher. Et donc ça tempère encore un enthousiasme qui est déjà modéré finalement. Prenons l'exemple de la Surface Go, donc l'entrée de gamme de Microsoft, c'est celle qui avait le plus besoin d'une remise à niveau quand même, question performance. Et c'est chose faite, puisque la petite machine de 1 kg et d'1,2 kg se voit dotée d'un Core i5 de génération 12, 16 Go de RAM DDR5, ce qui le rend pratiquement 88% plus rapide que l'ancienne version. Je sais, c'est très précis, c'est Microsoft qui le dit, et il déconne pas avec les chiffres, Microsoft. Donc on a un équipement correct, avec tout ça, toujours un écran de 12 pouces 4 pour être précis, tactile, en 3,5, une résolution bâtarde de 1136 par 1024, une webcam 720p, un USB-C, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, lecteur d'empreintes digitales, voilà, et il a absolument, mais exactement la même tronche que le Go 2. Bon, donc le Go 3, il est mieux que le 2, mais il est aussi plus cher, puisque le modèle de base est à $800, et c'est, il me semble, $200 de plus que le Go 2.
Ah oui. Alors, plus luxe, on a aussi eu la présentation des Surface Laptop Studio 2. Alors, des belles machines là encore, hein, toujours avec cette possibilité originale d'en faire une tablette. Mais une tablette à plat ou debout. Tu sais qu'il y a une... en fait, il y a une partie de l'écran derrière qui sert de pied. C'est malin comme ça. Ouais, c'est pas mal. Je trouve ça malin. C'est assez sympa. Et bon, Microsoft l'a présenté comme étant la surface la plus puissante qu'ils aient jamais construite. Hein. Ça me fera toujours marrer, ça. C'est pas le seul à présenter comme ça. C'est la machine la plus puissante qu'on ait jamais construite. Je peux faire une parenthèse. je fais une micro-parenthèse parce que je rebondis sur la vidéo des Léo Duff qu'il a sorti il y a peu, où il réagit à un autre YouTuber Inoxtag qui interpelle un peu sa communauté et qui d'ailleurs cite, je suis désolé, je fais cette micro-parenthèse, mais je trouve que c'est à propos, où il dit, il y a évidemment Léo Duff, il va dire que c'est génial, mais l'iPhone 15, il est claqué, quoi. Tu vois, il dit, il y a rien, ça nécessite pas de changer. Et je pense qu'en fait, encore une fois, on dit tous un peu toujours la même chose, c'est que les derniers produits, ils sont tous sauf incroyables, mais l'amélioration continue de l'innovation fait que les produits, sur une longue échelle, sont de mieux en mieux. Et quand on a des très vieux produits, ou des peut-être pas très vieux, mais des plus anciens produits, évidemment, ce qui vient de sortir, c'est forcément beaucoup mieux. Et je comprends qu'ils disent, même si évidemment on entend quelque chose de très galvaudé, je comprends que ces entreprises-là disent c'est le meilleur qu'on ait jamais fait. Parce que factuellement, c'est vrai, même si c'est peut-être 0,5 ou 1% de mieux que l'an dernier, mais c'est le principe de l'innovation, quelque part maintenant. Non, mais moi, ce qui me fait marrer, c'est pas ça. Ils disent par révolution. Ils disent c'est la surface la plus puissante qu'on ait jamais construite. C'est pas vrai. Ouais. Alors comme merde. ça... Patatras, ça marche pas. Si, c'est vrai, mais je veux dire, c'est débile. Comment ça, la nouvelle machine haut de gamme que tu présentes, elle est plus puissante que l'ancienne? Ouais, tu présentes ton flagship. Évidemment, elle est plus puissante que le flagship de l'an dernier, sinon tu vas pas le sortir. Je sais pas, c'est pas grave. Je comprends. Mais c'est pas grave. De toute façon, ce laptop studio, il est quand même très joli, évidemment. Hein, il fait 14:4. Il a un écran HDR à 120 Hz, hein, il a un Core i7 de génération 13 et une RTX 4050 ou 4060, alors c'est pas si dingo, mais bon, c'est vrai que c'est un PC assez fin et assez léger, et puis il y a des options avec des RTX 2000 qui sont sûrement très puissantes et très très chères, parce que là encore, ok, hein, une 4050, c'est mieux que la 3050 de la version d'avant, mais on passe aussi de 1600 à $2000 pour le modèle de base. Donc, Microsoft dans la keynote, et même dans le post de blog associé, insiste d'ailleurs pour comparer le Studio 2 et un MacBook Pro en M2 Max, et même en direct live, en fait, ils montrent que leur bébé est plus de 2 fois plus rapide que la machine d'Apple, qui est donc humiliée en public, hein, c'est terrible. Alors, je vais prendre la défense d'Apple. Attention. Si. Oui, parce que j'ai une éthique, moi, c'est la déontologie du métier, monsieur. Donc, Microsoft le fait le test sur Blender et uniquement sur le temps de rendu. Et donc, il tape là où ça fait mal, parce que j'avais vu que le rendu OpenCL sur Cycle, c'était effectivement plus lent. On a vu ça il y a assez longtemps, dès la sortie des M2, M2 Max, en tout cas plus lent que sur les RTX. Cela dit, c'est quand même un cas particulier, ça ne concerne pas la vitesse du processeur, hein, puisqu'on tape sur la carte graphique, là, sans doute, et puis bon, ça concerne pas aussi la vitesse d'autres applications qui seraient optimisées pour Metal, surtout. Et il se garde bien de comparer l'efficacité énergétique des deux. Je suis pas sûr qu'elle soit l'avantage du tandem Intel-Nvidia. Donc oui, pour le rendu, dans la démo, le Studio 2 gagne, mais de là à dire que ça vaut 2 fois le Mac Pro M2 Max, c'est quand même aller un petit peu vite. Mais bon, voilà, vous l'avez bien compris, les portables Surface ont reçu des mises à jour incrémentales, hein. Le seul truc vraiment cool, et un peu nouveau quand même, c'est le touchpad du Studio 2, qui devient utilisable par plein de nouveaux publics handicapés, donc parce que même si ta main ne ressemble pas à une main standard, tu peux quand même l'utiliser, hein, il s'adapte du coup à plein de gens qui, pour une raison ou pour une autre, ont des morphologies de mains différentes, ou pas vraiment de main du tout. Donc ça, c'est vrai que c'était bien. Pour conclure, Microsoft a aussi dévoilé de nouveaux Surface Hub 3, qui sont aussi plus rapides, et inauguré une nouvelle taille en 50 pouces, hein, et qui peut désormais se tourner en mode portrait, et en mode paysage, voilà, c'est complètement mobile. Donc voilà, parce que jusqu'à présent, c'était des gros tableaux tactiles de 85 pouces, hein, les Surface Hub, des trucs vraiment encombrants, et de toute façon extrêmement chers, mais c'est vraiment pour les pros. Et puis voilà, ça fait un peu le tour, je pense. Vous l'avez entendu en premier dans Tech Café la semaine dernière, Guillaume vous informait du départ de Panos Panay, qui était un petit peu le monsieur Surface. Est-ce que ça se ressent dans cette conférence? Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a eu plusieurs avis qui soulignaient le fait qu'on avait du mal à voir la direction que voulait emprunter Microsoft avec ces nouveaux produits. Bon, je ne sais pas si on peut vraiment leur faire ce type de reproche, parce que quelque part, comme je le disais, c'est une innovation incrémentale
qui suit son cours, et je pense qu'on peut pas en attendre beaucoup plus sur ce plan-là. Par contre, c'est vrai que le poids du corps, Guillaume, il était très fortement mis du côté de l'intelligence artificielle. Ça se traduit dans mon intro, mais vraiment ça se ressentait aussi dans la présentation. Quelque part, je dirais que peut-être, je sais pas, c'était 10% l'intérêt des annonces autour des produits, et le reste c'était vraiment les usages avec l'intelligence artificielle, non ? Oui, en réalité, le matos lui-même était là pour servir de faire valoir au logiciel presque, puisque en fait, même le laptop Go 3 était présenté comme le support idéal pour Copilot, avec toutes les fonctions qu'on va détailler après, et aussi pour Clipchamp qui est un logiciel vidéo qui fait le montage tout seul. Donc on l'a vu par exemple digérer l'algo d'un clip d'un DJ pour en faire une version best-of, en gros, à poster sur TikTok. Ça fait rêver. Oui, ça fait rêver. Et sur le studio, on a aussi droit à une promotion d'effets vidéo supportés par les NPU Intel, comme le floutage automatique de l'arrière-plan, le maintien forcé du contact visuel ou ces choses-là. Les Core i7, alors qui équipent les Studio 2, donc, sont des générations de 13, les Meteor Lake, ce qui fait que ce soit les premiers à intégrer les Neural Processing Unit de chez Intel, et donc ils peuvent à faible consommation accélérer des algorithmes de deep learning qui soient pas trop lourds, typiquement comme cela. Pour le lourd, on va rester cloud, carrément, et d'ailleurs on a vu une démo de Firefly sur Studio 2, mais bien sûr la véritable star de cet événement Microsoft, c'était Copilot, donc le Copilot qui s'immisce absolument partout, et en premier lieu dans la prochaine mise à jour de Windows 11, qui commence à se déployer demain, le 26 septembre, et il sera aussi dans Bing, dans Edge et dans Office 365, en fait. Satya lui-même dit que Copilot sera présent dans la plupart des expériences Windows. En fait, le nouveau paradigme évoqué par le PDG de Microsoft, c'est qu'on quitte l'ère du PC, donc du personal computing, le personal computer, l'ordinateur personnel, pour entrer dans l'ère du CP. Alors, pas le coup de pression, ni le cours préparatoire, le copilote. Copilote, CP. Et oui, et donc l'ordinateur personnel, ça devient en fait un véhicule pour notre copilote, notre assistant personnel, notre IA personnel, ni plus ni moins. Et c'est Youssouf Mehdi qui s'est chargé aussi pas mal de la présentation du copilote de Microsoft, qui va s'intégrer à Windows, sous la forme d'une barre de chat. Un peu comme d'habitude, une barre latérale à droite de l'écran, dans laquelle vous pourrez discuter avec l'OS en réalité, et lui demander un petit peu n'importe quoi, des actions qui pourraient être contextuelles d'ailleurs, donc... Un petit peu comme Cortana, sauf qu'évidemment la réponse sera pas du tout la même. Oui, c'est sûr qu'on pense à Cortana, en fait c'est un souhait. C'était l'assistant avant. Exactement. C'est un souhait qui est assez ancien avec Cortana et les autres assistants. Copilot, c'est lui ce que tu es en train de faire, comme Cortana en son temps. D'ailleurs, Copilot, il sait tout, il est sur ton PC, il est dans l'OS, donc il sait absolument tout. Il sait que tu as maladroitement essayé de dissimuler de 525 gigas de porno sous un dossier qui s'appelle Comptabilité 2014. Non, pardon, je m'égare. Donc, le Copilot, c'est une fenêtre de chat latérale, il se présentera pareil partout, sous Windows, sous Edge, sous Excel, sous Teams, sous Word, ce que vous voulez. Il peut s'invoquer à la voix, comme Cortana en son temps, d'ailleurs, paix à son âme numérique. Donc vous pourrez donc, si vous avez vraiment aucune personnalité, comme c'était montré dans la vidéo, demander à Copilot de jouer de la musique pour vous concentrer. Qui demande n'importe quelle musique, sans déconner. Mais aussi de résumer le contenu d'une page web que tu es en train de lire, ou d'écrire à ta place sur un sujet qui te saoule, tout simplement. Donc, ça peut agir aussi sur des images, d'ailleurs, ça peut enlever le fond, par exemple, d'une image, ça peut créer tout seul une vidéo avec tes photos de vacances, qui va chercher tout seul et qui va sélectionner lui-même, d'ailleurs. Bon, il va falloir lui faire confiance, moi j'aurais pas confiance. Il peut aussi faire des trucs inutiles, je vous rassure, comme réarranger vos fenêtres ou passer en mode sombre, voilà. Il suffit de lui demander. D'ailleurs, pour compléter les usages pas très convaincants, qui consistent à rendre très facile un truc qui est déjà très facile à faire, on avait le Windows Ink Anywhere. Alors Ink Anywhere, donc c'est la faculté que vous pourrez avoir de écrire n'importe où. Donc à supposer que vous ayez un stylet, vous pouvez écrire à main levée n'importe où, et non seulement ce sera retranscrit en texte, mais en plus ce sera interprété. Donc dans la démo, on écrivait une vieille équation du premier degré super facile que Copilot résout pour vous. Magnifique, sommet d'inefficacité, puisqu'on fait quand même appel à la puissance d'une IA géante pour résoudre une équation complètement triviale que n'importe quel logiciel de calcul formel digère en quelques millisecondes, et, j'espère, la plupart des collégiens. Et pour bien insister sur le fait que nos enfants ne seront vraiment plus capables de rien faire eux-mêmes, il peut aussi prendre une photo d'un exercice de maths avec un graphique, et le résoudre pareil, pour dire où sont les maximums, minimums, ce genre de truc. Bon, ces démos ont eu lieu pendant la présentation du nouvel Outlook aussi, ou ChatGPT, Bing, Copilot, je sais plus à force ça. Donc un petit peu tout faire, donc résumer des conversations mail, écrire à ta place, avec ton style, puisqu'il peut imiter ton style, c'est une fonction qu'ils ont bien mis en avant.
Et évidemment, comme il a lu tous tes emails, il sait très bien comment tu écris. Et lui aussi, donc, quand tu lui fais répondre, il va répondre avec un truc comme « Wesh ma gueule, je suis choqué, frère ». Ce qui est quand même beaucoup plus sympa que Cortana. Exactement. Et alors bon, du reste, on a vu aussi des outils d'IA générative, d'images génératives dans Paint, le co-creator. Il y en a aussi dans Bing. Il y a une fonction shopping, d'ailleurs, dans Bing aussi, c'est super le shopping. Donc Bing va faciliter le shopping. Voilà, Copilot. Donc Copilot peut se muer en vendeur Décathlon qui t'accompagne tout au long de ton incroyable quête pour une paire de baskets parfaite. Et puis, il y a aussi un système de coupons dans Edge. Vraiment trop bien. Mais bon, il y a aussi eu des démos, évidemment, des trucs un petit peu plus professionnels avec Copilot sur Office 365. Pareil, résumé de messages ou synthèse de documents, écriture assistée de texte, voilà. Il y a aussi utilisation de plugins de manière transparente. Par exemple, tu peux demander à Copilot d'envoyer un ticket Jira directement, tu peux générer à la volée du graphisme pour enjoliver tout ça, etc. Donc ça se fait tout se fait en mode conversation naturelle ou via des petits boutons. D'ailleurs, il y a des suggestions de ce que le bot peut faire. Et il y a même un Copilot Lab qui est finalement une sorte de bibliothèque de prompt prête à l'emploi pour t'expliquer comment lui parler, etc. Donc il peut analyser les données pour toi, donc il peut les présenter de manière différente, donc il digère en fait les données diverses et variées que tu as sur ton espace Office, et après il peut, effectivement, tu peux interroger tout ça, tu peux faire une synthèse, mais tu peux aussi réserver des billets d'avion. Tu peux même demander des billets d'avion aux mêmes dates que tes confrères, donc il va aller chercher quand tes confrères partent, et il va directement pouvoir faire la réservation via des plugins. Donc il y a énormément de fonctions dont je suis curieux de voir l'usage en conditions réelles, et surtout la valeur ajoutée réelle, vraiment. Moi ça me fascine de voir l'échelle à laquelle Microsoft va déployer ses IA. Dans tous les produits, ça veut dire sur chaque PC, puisque ça sera directement dans Windows. Donc bientôt, ça veut dire qu'il va devoir faire face à une énorme masse de requêtes. Il va falloir faire tourner des modèles de deep learning qui sont quand même énormes, pour des millions de requêtes par jour. Ouais, si c'est déployé à l'ensemble du parc PC Windows installé, c'est vrai que ça, à terme, c'est monstrueux. Et tous les Windows 11 vont commencer à appeler ces mêmes algos, quoi. N'importe quel pro qui veut une synthèse de tableur, il va appeler GPT-4, mais n'importe quel noob qui demande de passer en mode sombre aussi, il va nécessiter des centaines de teraflops de calcul, parce que ça coûte pas rien, tout ça, plusieurs titres. Donc, il se pose quand même clairement la question de la rentabilité de tels services pour Microsoft, autant que de leur valeur ajoutée, finalement, in fine, pour les pros, et voilà, et peut-être même de la pertinence d'un point de vue écologique de tout ça. Parce que si c'est griller des teraflops au lieu de faire quelques clics pour passer en mode sombre, je sais pas. Alors je sais que c'est vrai que ton exemple est un peu extrême, mais ça a été dans la démo. C'était dans la démo. Donc il y a vraiment des trucs très très anodins comme ça qui vont être possibles. Bon, je me demande un petit peu, mais enfin, moi, je sais que d'ici 2025, Microsoft sera passé, selon lui, à du 100% énergie renouvelable. Mais enfin bon, quand même, est-ce que ça vaut toujours le coup de démarrer une IA ? Bon, je sais pas. Ouais, c'est une belle question que tu poses finalement, qui est toujours celle qu'on a en tâche de fond de nos réflexions sur l'intelligence artificielle, c'est la désirabilité et la pertinence de ce type de solution. Bon, quelque part, la désirabilité, si on met de côté toutes les ressources engagées, oui, pourquoi pas. Après, est-ce que ça le nécessite ? Ça, c'est un pari qui est facile à proposer aujourd'hui parce qu'encore une fois, ça n'engage pas pour l'instant un parc de machines monstrueux. Mais est-ce que tu penses que demain, ça pourrait les amener à une situation inconfortable qui les pénaliserait? C'est un peu toujours compliqué d'essayer d'analyser à moyen terme, mais c'est vrai qu'on peut se poser la question si demain massivement les PC Windows exploitent ce type de fonctionnalité, si jamais Microsoft se retrouve assailli sur ses ressources côté serveur pour faire tourner tout ça, est-ce que le salut viendra des modèles de langage qui tourneront en local, ou est-ce qu'ils pourraient regretter amèrement cette décision? Microsoft, là, je sais pas, j'ai l'impression qu'ils font avec l'IA comme ils font avec le Game Pass. C'est-à-dire qu'ils font un truc qui est super attrayant. Très Microsoft. Bah oui, ils font un truc qui est super attrayant, mais qui leur coûte extrêmement cher pour créer un engagement énorme et défoncer la concurrence, en gros. Enfin, en tout cas, dans le cas des IA, défoncer la concurrence. Dans le cas du Game Pass, apparemment, il a été jugé que non. Mais bon, bref. Donc, globalement, plutôt c'est ça. Plutôt pour émerger dans le cas du Game Pass face à des géants. C'est ça.
C'est exactement ça. Le Game Pass, si tu veux, c'est très difficile de rendre le Game Pass. Ça coûte tellement cher le Game Pass que c'est très difficile à rendre rentable en réalité. Mais Microsoft a les moyens d'offrir quelque chose d'extraordinairement attrayant pour se constituer une énorme base. Et à partir d'un certain moment, à partir de 100 millions ils veulent 100 millions. Hein, on l'a vu. Hein, apparemment en 2030, ils veulent 100 millions par exemple d'abonnés. Bon, à partir d'une certaine masse critique, ça va devenir rentable si tu veux. Et puis évidemment, ça leur donnera des parts de marché, etc., etc. Là, on a l'impression qu'ils font un petit peu pareil, parce que globalement, Bing c'est gratuit, dans Windows 11 ce sera gratuit, sauf que bon, le temps de serveur, lui, il est pas gratuit. Et tout ça, Microsoft l'absorbe. Alors c'est vrai que sur Office 365, le copilote, il sera payant, mais est-ce que ça va suffire? C'est l'impression que c'est comme le Game Pass, quoi, tu vois. J'ai l'impression que là, il y a quand même un énorme push vers l'IA qui lui coûte des dizaines de milliards. Hein. À mon avis, ça va lui coûter des dizaines de milliards sur plusieurs années. Mais le but, c'est de devenir le leader du nouveau marché de l'informatique, dopé à l'intelligence artificielle, et c'est vers là qu'on va. Manifestement, c'est clairement vers là qu'on va. Ouais, c'est quelque part leur ennemi numéro 1 dans cette histoire, c'est la stabilité. Ils ont besoin de dégager plus d'innovation pour arriver à convaincre encore plus durablement probablement des consommateurs, mais aussi évidemment, vous l'avez compris, la bourse, j'imagine. Ça continue en tout cas dans les interfaces d'intelligence artificielle générative et ça continue avec du très lourd. On sait que Midjourney est un générateur d'images par intelligence artificielle qui est assez bluffant de par sa qualité. Et voilà, DALL-E 3 arrive et surtout, Guillaume, se marie un peu plus étroitement avec ChatGPT. On sent que la concurrence s'organise. Hein. Ouais, il y a eu des choses plus intéressantes que le shopping, hein, fort heureusement, sur la présentation de Bing. Et on a aussi indirectement, du coup, fait connaissance avec la nouvelle génération d'images de Bing, qui a l'air clairement d'être celle de DALL-E 3. DALL-E 3 était présenté aussi séparément par OpenAI, hein, mais ce sont apparemment les mêmes modèles qui sont derrière, donc ils ont cette même capacité très impressionnante à être complètement conversationnels. Donc j'ai l'impression que ce nouveau générateur d'images, c'est quand même une petite révolution dans le domaine. Alors au niveau de la qualité, c'est très très bon. Vraiment, en jugé par les exemples divers, vraiment c'est très très bon. C'est bien meilleur que DALL-E 2. Cela dit, la concurrence fait aussi très bien. Donc c'est pas forcément là que c'est le plus frappant. Là où OpenAI se démarque vraiment, c'est l'incroyable précision avec laquelle le modèle comprend le prompt et le suit. Avec les premières versions de Stable Diffusion, hein, le prompt c'était souvent une succession de mots-clés plus. Hein. Avec SDXL, ça s'est un petit peu amélioré, le modèle comprend un petit peu mieux des descriptions comme, je sais pas, un petit monde miniature dans une bouteille par exemple, bon ça marche plutôt bien. Mais DALL-E 3 c'est vraiment un tout autre niveau. Il arrive à comprendre des prompts extrêmement complexes et à les respecter à la lettre quasiment. Hein. Par exemple un prompt comme illustration d'un avocat assis sur la chaise d'un thérapeute disant « Je me sens vide à l'intérieur », avec un trou de la taille d'un noyau en son centre, le thérapeute, qui est une cuillère, prend des notes. Ben, vous allez voir, c'est la cover de l'épisode, c'est exactement ça. Et c'est assez extraordinaire d'avoir ce niveau de précision dans les trucs, quoi. Donc il génère une image qui représente exactement ça, c'est très fort, mais en plus, DALL-E 3 est intégré à ChatGPT, donc on peut discuter directement avec lui et itérer sur les images en mode conversation naturelle. Donc il y a une petite vidéo d'intro d'OpenAI hein, qui rejoint un petit peu la démo de Bing à la keynote, mais qui est un petit peu plus longue. On discute avec donc ChatGPT sur ce qu'on veut et on change de détails, on modifie des trucs. En l'occurrence, dans la démo, il y avait... en fait, c'est notre fille de 5 ans qui parle tout le temps de super hérisson tournesol. Donc il dit, dis tonton GPT, montre-moi un hérisson tournesol. Et donc il affiche un hérisson trop mignon, avec des fleurs dans tous les piquants, c'est trop mignon. Il s'appelle Larry, je peux voir la maison de Larry tonton? Ben voilà, une maison trop pougnonne avec une boîte aux lettres sur laquelle il y a très distinctement écrit Larry. Hein. Donc on peut vraiment, voilà, il maîtrise l'écriture, il maîtrise les lettres, etc. Et ce qui est assez difficile sur les autres trucs. Et puis bon, Larry il est gentil avec les animaux de la forêt, hein, voilà, donc tu peux me montrer ça... Et puis voilà, en fait, DALL-E 3, si tu veux, peut manipuler images et texte, il peut rester cohérent avec l'un comme avec l'autre, il peut même écrire une histoire avec le tournirisson, là, et l'illustrer pour toi. Donc c'est un gros morceau, ça va permettre de générer des images qui soient très très belles, hein, mais toujours plus réalistes, hein, j'ai l'impression, mais de manière surtout toujours plus simple. Et c'est aussi excitant qu'inquiétant en réalité, parce que
Vraiment, tu peux demander ce que tu veux et apparemment tu auras quasi exactement ça. Enfin, en tout cas, c'est vraiment la promesse. Et en guise d'illustration rapide de pourquoi c'est inquiétant, si vous cherchiez jusqu'à récemment Tiananmen Square Tankman sur Google, c'est-à-dire le gars qui s'est mis devant le tank lors de la répression des manifestations de 89 en Chine, sur la place Tiananmen, souvenez-vous, pour les plus jeunes, voilà, pour ceux qui étaient pas nés, vous tombiez sur un Chinois qui se fait un selfie devant le tank, voilà. Donc vous cherchez une image d'époque en fait, de ce fameux Tankman sur Google, et vous tombiez sur l'image d'un Chinois qui se fait un selfie, évidemment une image qui est totalement synthétique, c'est un mirage. C'était fait par Midjourney, très probablement, c'est assez évident, en 89 on se faisait pas de selfie, et surtout pas en Chine, et puis quand on regarde attentivement, il y a plein de trucs qui vont pas. Mais c'est vraiment quand on regarde attentivement, tu vois. Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui ont vu ce truc et qui n'ont pas plus tilté que ça. Donc il y a une image synthétique qui est devenue, jusqu'à ce que Google le vire le 23 septembre dernier, une image historique. Et donc c'était un faux souvenir, tout simplement. On avait déjà un faux souvenir. Et parti comme c'est parti, c'est pas le dernier, quoi. Ouais, c'est ce qui est bluffant dans cette image, c'est effectivement pour tout un chacun d'entre nous qui avons un peu de culture, on peut se douter, non pas au premier coup d'œil, mais en prenant le temps de consulter l'image, qu'elle est évidemment générée par intelligence artificielle. Mais comme tu le dis, il faut prendre le temps. C'est surtout sur les voitures, je pense d'ailleurs qu'on se rend compte qu'il y a un petit souci. Puis il y a peut-être plein d'autres détails que moi j'ai pas vu passer. Mais je me place aussi dans la situation notamment d'enfants, de collégiens, d'autres personnes qui ont moins eu l'occasion d'être exposé à ces images historiques. Franchement, au premier coup d'œil, si tu te poses pas de questions, tu te dis le mec il se faisait carrément un selfie devant le tank, quoi. Et dans l'absolu, la défiance que pouvait représenter le fait d'être face à un tank pourrait encore plus, de manière crédible en 2023, se faire au travers d'un selfie devant le tank que ça ne l'était à l'époque. C'est ce qui est, je trouve, aussi remarquable. On continue avec les générateurs de contenu par intelligence artificielle, mais là on va parler un petit peu de Bard. Alors souvent quand on parle d'OpenAI, quand on parle de Midjourney, quand on parle de ces acteurs d'intelligence artificielle dont on a parlé assez rapidement, très très vite on se pose la question mais que fait Google en fait face à tout ça? Et très vite on parle de Bard, et ça y est, Guillaume, à l'image de Copilot dans une certaine mesure, Bard intègre les apps de Google. Oui, c'est ça, c'est vraiment les mettre en regard de ce qu'on a vu effectivement dans la keynote de Microsoft. On sent clairement que la compétition est féroce, et que toutes les grosses boîtes, sauf Apple pour l'instant d'ailleurs, tentent de se faire une place et jouent des coudes. Donc alors que Gemini est annoncé chez Google, OpenAI donc sort DALL-E 3 intégré à ChatGPT, il sort aussi GPT Vision, donc il y a enfin la version multimodale de GPT-4, qui est apparemment probablement le meilleur modèle multimodal qu'on ait jamais vu. Microsoft inonde du coup ses produits avec ses produits d'IA un petit peu de tous les côtés, et voilà, Google fait évoluer Bard en continu, lui aussi. Donc il avait déjà reçu une transplantation réussie avec Palm 2, et qui avait quand même boosté ses capacités, et désormais il va aussi intégrer des applications. Alors donc il va être intégré aux applications Google, donc via des extensions en fait, pour Docs, Sheets, Drive, etc. Et donc il pourra faire pareil, résumer, produire du texte dans Google Docs, il est multimodal aussi, il peut décrire et expliquer ce qu'il voit sur une image par exemple. Il peut recréer un plat sur une photo, voilà, vous lui donnez je sais pas moi, une moussaka, et puis il vous dit pour la faire la moussaka, il faut faire ça. Donc il peut aussi réviser du code, il peut en écrire évidemment, si j'ose dire, il peut lire et synthétiser vos mails à votre place, évidemment. Et puis aussi, il y a tout ça fait penser à ce qu'on a vu pour Copilot, très clairement. Et il y a aussi des extensions, c'est marrant parce qu'il y a un petit peu les mêmes trucs, et des extensions pour réserver des avions et des nuits d'hôtel aussi. Donc Bard aussi peut utiliser des extensions et donc apparemment réserver vos vols. Donc on voit bien la volonté de rester en course, en posant des bases quelque part, et puis après évidemment il va y avoir des évolutions derrière, des modèles derrière, puisque Gemini ira certainement encore beaucoup plus loin que Palm 2. Un des trucs les plus cool avec ce nouveau Bard, néanmoins, par contre, que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est qu'on peut le fact-checker en temps réel. Donc en fait, Google a inclus une fonction qui s'appelle Google It, avec une petite icône en G, qui permet de confronter ce que vous dit Bard avec les résultats d'une recherche standard. Donc certaines parties de la réponse vont devenir surlignées. Donc elles vont être surlignées en vert si tout est bon, en rouge si c'est pas bon, et quand il y a rien surligné, c'est qu'il sait pas trop, en fait, il n'arrive pas à vérifier. Donc il suffit de mettre la souris sur le contenu pour avoir la source de la vérification, évidemment pour cliquer pour savoir s'il se plante ou pas. Donc c'est pas encore parfait, du coup certaines fois il reste indécis, mais c'est quand même un effort assez louable pour finalement assurer une meilleure fiabilité du système. Et le fait même que ça existe, qu'on puisse fact-checker le truc, ça montre que ce que dit le système, ce que dit l'IA, est à prendre avec précaution.
Et en soi, c'est aussi un effort de transparence sur les faiblesses du système. Donc c'est quand même pas mal. Et bon, voilà, il y aura aussi d'autres outils IA qui vont arriver sur d'autres services Google. Pour conclure, on pourra dire qu'il n'y a pas que Workspace, il va y avoir aussi YouTube qui va bouffer beaucoup d'IA. Puisqu'il y aura des arrière-plans génératifs avec Dream Screen, des scripts aussi, des idées de vidéos à la demande dans YouTube Studio. Voilà, le tout personnalisé ou bien entendu en fonction du producteur et de ce que les consommateurs aiment bien sur le moment. Il y a aussi un outil pour suggérer quelle musique utiliser. Donc ça regarde ta vidéo, ça te suggère une musique pour mettre derrière, et tu peux même demander un doublage automatique. Enfin, tu pourras même demander un doublage automatique. Hein. Donc c'est vraiment le début d'une véritable explosion d'outils IA génératifs qui pourrait quand même pas mal changer le secteur. Hein. Ça va effectivement probablement baisser encore le ticket d'entrée pour la production de vidéos, quoi. Je suis d'accord avec le point positif que tu soulignes de Bard qui se fact-check lui-même, ou plutôt Google qui fact-check Bard, mais je peux pas m'empêcher de sourire en voyant ça. Il y a quelque chose de grotesque pour moi de voir qu'une société comme Google propose un outil qui te génère du contenu, mais dit pour info, c'est quand même pas très fiable ce que je te donne, et voilà, je te donne aussi les clés pour que tu te rends compte. C'est un petit peu comme si tu t'imagines une publicité, je sais pas, par exemple de produits pour faire maigrir, et qui dit mais tu sais en fait en vrai notre produit c'est un peu de la merde aussi, et il suffit de faire de bien manger et d'avoir une activité sportive régulière et tu verras ça fera aussi bien le job. Tu vois, il y a quelque chose d'un peu antinomique et de assez bizarre, et cette honnêteté me dérange presque en fait de la part de Google. C'est dur, hein. On est tellement habitué à se faire embarquer dans des discours trop convaincants que quand ils sont trop honnêtes, il y a un côté dérangeant finalement, je trouve. Allez, c'est tout à leur honneur. Je sais pas si ça va les aider à gagner la guerre de l'IA, mais en tout cas, ils gagneront le bon point honnêteté de notre part dans cet épisode de Tech Café. On les met de côté et on va pas tout à fait mettre de côté l'intelligence artificielle. Vous allez voir, ça va vite revenir, mais on va quand même aller du côté de chez Amazon parce que eux aussi ont livré une nouvelle fournée de produits pour cet automne 2023. Guillaume, on parlait de Apple qui pourrait parfois s'abstenir de sortir une version d'une année sur l'autre de produits pour lesquels les innovations sont quand même trop limitées et sur lesquels l'image restituée est celle d'une pollution un peu exacerbée, contribution en tout cas à la population. Dans le cas d'Amazon, ça y va, il y en a dans tous les sens. Ouais, il y avait plein de trucs. Alors, plus, bon, c'est vrai que je vais être honnête avec vous, les échos, moi, c'est pas ma grande passion. C'est pas ma cam non plus. Et les Fire machin non plus, il y en avait vraiment plein. Ouais. Évidemment, mais bon, voilà, on va dire, effectivement, on va quand même donner quelques trucs. Donc, dans les nouveaux appareils Amazon, il y avait les Echo Show 8, qui sont meilleurs que les 7, Voilà, meilleur écran, meilleur micro, meilleure caméra, qui est en fait au milieu d'ailleurs. Donc, et en plus, il ajuste l'interface en fonction de là où vous vous trouvez par rapport à lui. Et on a aussi de l'audio spatial, et c'est $150. Donc, c'est des appareils qui sont en général assez accessibles, et ça c'est quand même un bon point pour eux. Il y a aussi mise à jour des Echo Frames, donc les lunettes Alexa, enfin les montures Alexa plus exactement, je pense, qui ressemblent toujours plus à des lunettes normales en réalité, donc non Alexa, un petit peu tout a été amélioré, ça coûte $270. Il y a aussi un Echo Hub, une tablette 8 pouces, donc un peu plus grande, compatible avec 140 000 modèles d'appareils connectés, via à peu près tous les protocoles possibles, donc c'est pensé pour être un hub domotique, voire le hub domotique ultime, et bien entendu un écho. Donc ça fait son boulot d'écho avec Alexa, les haut-parleurs, bien sûr, tout ce que vous voulez. Donc c'est un appareil qui est finalement assez intéressant avec un détecteur de présence qui coûte seulement $180. Donc c'est plutôt une affaire pour un hub de ce type, il me semble, qui peut vraiment tout centraliser. Bon, après il y avait des versions pour les enfants Pop Kids, des Echo avec des Euro Disney, voilà, ce qui prouve encore une fois que les enfants ont vraiment des goûts de chiottes. Ou qui sont physiologiquement daltoniens jusqu'à un certain âge, je sais pas. Je suis pas tout bip, je suis pas parent, je suis pas intéressé non plus. Mais donc Amazon améliore aussi à la marge ses Fire TV Stick, je vous épargne les détails. On a aussi eu droit à une nouvelle caméra Ring avec des accessoires pour les blinks. Et donc la Ring Stick Up est capable de faire de la détection de mouvement volumétrique parce qu'elle a un radar. Donc elle suit les gens comme ça avec son gros œil flippant d'une manière parfaitement précise grâce à ça. C'est une caméra d'extérieur à $180. Il y avait aussi des accessoires pour les blinks, donc il y avait un range extender, donc une batterie. Je vais y arriver. Ça, c'est bactérie, oui. Une bactérie. Non, mais ça, c'est rapport à mon problème de la semaine dernière. Je suis un petit peu fragile de ce côté-là. J'ai un traumatisme et donc il y a un range extender pour pouvoir mettre la caméra plus loin. Et puis ils ont une batterie.
Voilà, une batterie, une extension de batterie. Et cette extension de batterie, et ça me paraît vraiment dingue, ça lui permet de durer 4 ans. Et apparemment, la caméra Outdoor 4, toute seule, elle avait déjà 2 ans d'autonomie. Moi, j'avais pas du tout réalisé que les caméras d'extérieur pouvaient durer aussi longtemps. C'est une véritable surprise. Elle est moche, mais effectivement, c'est bien d'avoir autant d'autonomie. Ah, c'est incroyable. 4 ans d'autonomie, moi, ça me met sur le cul. Mais bon. Donc, il y a aussi un nouvel Hero Max. Le Hero Max, donc, c'est un routeur / extender Wi-Fi qui fonctionne en mode mesh. Donc, si tu en mets plusieurs, ils se cumulent pour mettre le maximum de couverture et de débit. Alors, il fait aussi routeur filaire. Il y a des ports Ethernet jusqu'à 10 gigabits. Et c'est compatible Zigbee. Donc, ça peut aussi faire un routeur pour certains appareils connectés. Donc tout ça est Wi-Fi 7. C'est un routeur de luxe qui pour le coup est vraiment très bien, mais qui coûtera par contre dans les $600. Ce qui fait cher pour un routeur. Après, je sais qu'un bon routeur, ça a toujours un prix, mais enfin, quand même, c'est un investissement. Et tu vois, je me fais la réflexion quand je vois tous ces produits Amazon ou Alexa, Echo et compagnie, Guillaume, et je me faisais un petit peu la même réflexion que les produits Microsoft côté Surface. Et je sais qu'on a déjà eu un petit peu cette discussion, mais je n'arrive toujours pas à affiner ma réflexion sur le sujet. C'est que j'ai l'impression, mais c'est probablement une déformation de ma part, que ce sont pas des appareils qui noient les foyers, quoi. Alors peut-être aussi qu'il y a la vision américaine et ma vision européenne, voire française, qui biaisent les choses. Il y a peut-être aussi mes usages qui influencent beaucoup, parce que comme toi, les produits Amazon ne sont pas forcément ceux que j'affectionne le plus. Ils ont un côté, encore une fois, où je parle des caméras de surveillance, qui, comme je le disais, sont pas forcément les plus sexy. En fait, on peut pas leur reprocher grand-chose dans leur esthétique à ces appareils-là. Mais en fait, ils sont pas, encore une fois, désirables particulièrement non plus. Je suis toujours un peu gêné parce que je pense que voilà, quand on regarde les chiffres et les résultats financiers des entreprises comme Microsoft ou Amazon, j'imagine qu'ils en vendent des produits. Ils en vendent pas que 2-3, sinon ils auraient arrêté d'en faire. Mais je sais pas, il y a quelque chose de mon côté qui me gêne à voir autant de nouvelles versions et de nouvelles itérations de ces produits, en me rendant compte que peut-être, à moins que je me trompe, ils envahissent pas les foyers non plus. Est-ce qu'il n'y a pas un débordement de propositions de produits? Après, il faut se méfier de... Nous en France, peut-être qu'on n'en a pas des masses, mais aux États-Unis, il y en a vraiment beaucoup plus. Ah, oui. Alexa est très bien implanté aux États-Unis, il y en a pas mal en Angleterre aussi, j'ai l'impression. Okay. Et par contre, en France, il y en a beaucoup moins. Donc je pense qu'il y a aussi ça. Ça doit dépendre beaucoup des pays, je pense, le déploiement d'Alexa. Ouais, effectivement. Et je fais un clin d'œil à mon ami Matt, prof d'e-web, mon compère notamment de Relife, qui a été très longtemps très équipé de produits Amazon et qui me contredirait comme tu l'as fait avec son expérience personnelle. Donc je mets de côté mon sentiment et mon test un peu trop empirique. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Ben oui, il y a forcément, comme pour Microsoft, la partie matérielle qu'on peut assez vite expédier parce que c'est de l'innovation continue et de l'amélioration technologique d'une année sur l'autre, mais pas de grande révolution. Par contre, là aussi, ça déboule, Guillaume, de l'intelligence artificielle. Ben oui, Amazon, comme les autres, investit massivement dans l'IA. Ils viennent d'ailleurs de mettre 4 milliards de dollars dans Anthropic. Anthropic, c'est les papas de Claude 1 et 2, qui se proposent comme un concurrent d'OpenAI, ni plus ni moins. Et à la keynote, la vraie rupture, finalement, c'est vrai, c'était Alexa, qui utilise désormais un grand modèle de langage. Donc, pour résumer, c'est ChatGPT, mais avec la voix et les capacités d'Alexa. Donc on peut dialoguer avec elle de vive voix, elle peut agir comme Alexa agit depuis longtemps, donc en interagissant avec les objets connectés, avec les applis, avec votre agenda, etc. etc. Donc on a une démo live qui a pas trop mal fonctionné, et une vidéo promotionnelle qui reprend un petit peu le même principe. Il y a une nouvelle phrase clé qui s'appelle c'est Alexa Let's Chat, donc d'Alexa discutons. Donc tu peux entamer une vraie conversation. Ça veut dire qu'il n'y a plus besoin de répéter le mot-clé Alexa à chaque fois. Le contexte... Mais c'est plus long qu'Alexa. Oui, mais tu le dis qu'une fois. Tu dis Alexa let's chat et après tu as une conversation tour à tour. Ça identifie mieux la période de discussion. C'est un petit peu peut-être plus long à initier, mais quelque part ça l'identifie mieux. Peut-être qu'il y aura moins de faux positifs du coup, moins de déclenchement. Non, mais là en fait c'est vraiment tu discutes et le contexte évolue naturellement au fil d'un vrai dialogue. Donc il peut y avoir des pauses, des interruptions, les sujets s'enchaînent de manière naturelle. Et le nouveau moteur d'Alexa semble plutôt robuste. On peut lui demander d'écrire un carton d'invitation pour une fête, qu'ensuite il enverra sur le téléphone, puis de baisser la lumière dans ton appartement et de trouver la dernière chanson de jazz à la mode et de te la passer. Donc tu peux aussi lui demander comment ça va, comment va ton équipe de foot préférée, donc tu n'as même pas besoin de lui dire laquelle, elle saura.
Et elle peut te faire un résumé du dernier match d'ailleurs, et puis elle a aussi une équipe favorite, alors évidemment c'est l'équipe de Seattle, hein, forcément. Donc Alexa peut discuter avec toi de vive voix, et Amazon lui donne même un début de personnalité pour le rendre encore plus naturel à utiliser. Donc, de ce qu'on a vu, c'est encore un peu brut de décoffrage. Au début, Alexa a raté d'ailleurs une question, il a fallu répéter 1 ou 2 fois, mais bon, après ça s'est bien passé. Il y a aussi une légère latence entre le moment où tu parles et la réponse. Donc tu sens qu'il y a 250 appels d'API dans tous les côtés, des serveurs qui discutent derrière, tu le sens encore. Hein. Mais ça rejoint quand même ce que disait Satya Nadella, qu'on est peut-être en train bel et bien d'arriver, de s'orienter vers une nouvelle ère de l'informatique, hein, celle où les machines et les logiciels disparaissent, tout simplement. C'est-à-dire que l'informatique devient diffuse, donc elle est partout, mais elle est invisible. Il n'y a pas d'interface. Parce qu'il n'y a pas besoin. En fait, pour les utiliser, il suffit de parler, il suffit de montrer, il suffit d'avoir uniquement des interactions naturelles, comme on aurait avec d'autres humains. Donc on n'a plus à apprendre à utiliser les machines, elles nous assistent comme d'autres humains pourraient nous assister. Donc les assistants des années 2010, en fait, c'était un petit peu la promesse qu'il y avait, mais ils sont arrivés trop tôt pour ça, ils avaient 10 ans d'avance en réalité. Mais aujourd'hui, c'est une promesse qui est beaucoup plus crédible. Et donc, alors ce futur où on n'a pas besoin d'apprendre à communiquer avec les machines parce qu'en fait, elles ont appris à communiquer avec nous. C'est un futur qui a maintes fois été anticipé par la science-fiction, hein, et finalement, la nouvelle Alexa préfigure probablement, d'ici la deuxième partie de la décennie, d'autres futurs Siri, futurs Cortana ou futurs Bixby, qui seront finalement assez proches fonctionnellement, en tout cas, hein, des IA dont on a rêvé depuis les années 50-60. Même si on n'a pas vraiment des machines aussi intelligentes que ce qu'on a dans les bouquins, intelligentes au sens strict, hein, comme des espèces de conscience virtuelle, tout ça, qu'on a dans la science-fiction, mais fonctionnellement, c'est vrai que ça peut vraiment ressembler à des HAL 9000, hein, par exemple, hein, j'ai l'impression. Alors, c'est vrai que c'est assez fou, hein, quand même, hein, puisque, bon, c'est un passage important, hein, c'est le passage donc du PC au CP, donc l'ère des copilotes, comme disait Nadella. Donc ça va s'accompagner aussi d'un vrai coup de pression pour le coup, parce que ça va avoir probablement pas mal d'impact, hein, et sur nos vies. Tu vois, est-ce qu'on va trop se reposer sur nos assistants? Comment on va gérer psychologiquement et émotionnellement des choses qui vont nous imiter comme ça en permanence et qui seront tout le temps avec nous, prêtes tout le temps à nous aider? Quelles nouvelles attentes ça va générer aussi socialement, tu vois, dans le milieu du travail ou dans le milieu personnel, hein, parce que aujourd'hui, je veux dire, on s'attend à ce que tout le monde ait un téléphone et Internet et un ordinateur, parfois à tort, et qu'ils soient connectés en permanence, en gros, via tout un tas de messageries. Bon, ça crée des attentes en matière de communication, de productivité. Si demain on a tous des IA perso, qu'est-ce que ça va changer sur ces attentes? Est-ce que d'ailleurs tout le monde aura-t-il accès aux IA et aux mêmes qualités d'IA d'ailleurs? Quels avantages pour ceux qui pourront se payer des IA meilleurs que les autres sur des serveurs plus rapides? Voilà, et puis quid des données, voilà, de la vie privée, de la responsabilité aussi des gens. Si un agent IA fait un truc qui vous est reproché, qu'est-ce qui se passe? Écoute, ce podcast est pas prêt de fermer boutique, hein, moi je te le dis. Effectivement, on aura encore du dos, comme on dit. Mais c'est marrant parce qu'en t'entendant sur cette conclusion, Guillaume, j'en arrive à interpréter le fait que tu es d'accord avec la vision dessinée par Satya Nadella et d'autres responsables de la tech américaine. Je sais pas si je suis d'accord, mais en tout cas, j'ai l'impression que tu... C'est le futur que, pour l'instant, toutes les grandes marques et les grandes boîtes sont en train de nous dessiner. En fait, ça laisse imaginer, quand je t'entends parler, que tu ne laisses pas place à la possibilité que ça puisse échouer. Et c'est vrai que quand on voit les présentations, quand on voit l'expérience utilisateur qui est décrite, on se dit « Waouh, là, cette fois, c'est convaincant ». Et est-ce que finalement, le problème avant, au niveau des interfaces de type intelligence artificielle, pour les dialogues notamment, il était... Je parle pas des interfaces graphiques telles que c'est dessiné pour Copilot, pour Windows 11, mais je parle vraiment des instructions à la voix. Est-ce que finalement, la pertinence des réponses qui n'étaient pas au rendez-vous était suffisante pour ne pas convaincre les utilisateurs? Est-ce que finalement le fait qu'ils répondent mieux rend ces interfaces plus souhaitables, et est-ce que les utilisateurs vont avoir plus envie de s'équiper? Peut-être un peu, mais est-ce que ça va être forcément une révolution? En fait, j'ai l'impression que tu prends ça presque pour acquis, quoi. Oui, c'est vrai, je prends ça presque pour acquis, parce que c'est ce qui a été montré, effectivement, c'est là-dessus que travaillent les constructeurs, clairement. C'est vers ce futur-là qu'ils veulent nous amener. Est-ce que ça va réussir ou pas, ou que partiellement?
Honnêtement, je sais pas. Je pense que ça va au moins réussir partiellement, dans le sens où aujourd'hui, il y a les algos qui sont aujourd'hui disponibles et déployés sont beaucoup plus robustes, beaucoup plus convaincants que ce qu'ils étaient il y a 10 ans. Et je pense que ça va faire une vraie différence. Après, ça va pas non plus éliminer complètement l'ancienne informatique avec des claviers, des souris, des interfaces, si tu veux. Mais il n'est pas impossible que ça nous... Enfin, en tout cas, là où on s'oriente, la direction vers laquelle on est en train de s'orienter, c'est une direction vers laquelle, effectivement, pour beaucoup de gens et pour énormément d'interactions avec les home-machines, il n'y aura plus besoin d'interface du tout. Et en réalité, la seule interface et le seul logiciel qui sera avec lequel on aura des interactions, ce sera l'IA, tout simplement. Ce sera elle qui fera tout, ce sera elle qui... ce sera elle qui écrira, qui créera des graphiques, qui les diffusera si vous voulez, etc. Et en fait, il n'y aura plus vraiment besoin de faire autre chose, même si évidemment, pour les utilisateurs plus avancés ou les professionnels, il y aura toujours forcément beaucoup d'autres outils, tout ça. Enfin, ça va pas disparaître, tu vois. Mais c'est le futur qui se dessine, c'est un futur effectivement où une énorme partie des interactions machines se feront de manière naturelle. Eh bien, on le suivra, on sera là pour y assister, en tout cas si vous le souhaitez évidemment, et on sera ravis d'en parler entre nous et avec vous. On change de rubrique pour aborder le dernier thème, mais vous l'avez compris, on va encore parler d'intelligence artificielle. Guillaume, tu es tombé sur de nouveaux papiers de recherche, enfin. Et oui, parmi les questions que je me pose quand même, évidemment, parce que je pense que ça va marcher partiellement, mais il y a aussi il y a quand même beaucoup de questions, je l'ai déjà dit plein de fois, c'est aussi à quel point les modèles actuels sont assez intelligents pour être réellement utiles, sans faire trop de bourdes et tenir toutes les promesses qui sont faites par les constructeurs aujourd'hui. Parce qu'on sait bien que, ils peuvent affirmer avec aplomb des trucs complètement faux, il faut pas oublier aussi qu'ils peuvent être assez neuneux, ces intelligences artificielles. Par exemple, est-ce que vous savez qui est le fils de Mary Pfeiffer ? Moi, je sais pas du tout. Non, moi non plus, je savais pas avant de préparer l'émission, mais c'est la mère de Tom Cruise. Et alors apparemment, GPT-4 avait aussi des soucis avec elle. Et ça donne un éclairage intéressant, ça. Si on demande à GPT qui est la mère de Tom Cruise, il répond que c'est Mary Pfeiffer. Par contre, si on lui demande qui est le fils de Mary Pfeiffer, ça il sait pas. C'est génial. C'est quand même dommage. Ouais. Et en fait, GPT et tous les LLM, tous les modèles de langage ont le même souci. C'est qu'ils savent pas renverser l'ordre logique, l'ordre des liaisons logiques. Donc des modèles sont entraînés par exemple où ils voient plein de fois que A et B. Mais ils voient pas la formulation inverse, que B et A. Or, logiquement, c'est pareil, mais c'est évident que c'est pareil. Mais pour un modèle de langage, c'est pas évident du tout, parce que le modèle de langage, en fait, il est pas logique, il est statistique. Donc on peut faire des tests comme ça avec plein de célébrités. S'il sait bien que A est le fils de B, il est beaucoup plus rare qu'il sache que, du coup, B soit le père de A. Alors que c'est évident, mais non. Et ça marche aussi pour les lieux. Tu vois, il peut dire qu'il ne connaît pas un lieu, mais si tu lui décris, il va te donner le nom qu'il a. C'est une démonstration parfaite du manque de raisonnement qu'ils peuvent avoir, en fait. Oui, c'est un problème systémique. Il y a des chercheurs qui vont jusqu'à fine-tuner un modèle lama sur une série de faits fictionnels. Donc, un tel a écrit tel truc, tel objet qui a une telle description est appelé comme ça, etc. Donc ensuite, il vérifie que le modèle a bien assimilé les faits en lui posant la question dans l'ordre dans lequel ça a été formulé dans le dataset d'entraînement. Mais dès qu'on lui demande la même information mais à l'envers, c'est la panique. Il répond presque jamais bon. Il y a un autre papier qui s'intéresse aussi à cette problématique qui est lui de poser en fait des questions logiquement équivalentes. C'est un peu la même chose en fait, mais c'est de la logique. Donc on lui pose des questions logiquement équivalentes, mais qu'on formule différemment à chaque fois. Et après, les taux de réussite sont quasiment jamais symétriques. C'est-à-dire que si on formule d'une manière ou si on formule d'une autre manière, on n'a quasiment jamais le même taux de bonnes réponses. Et c'est une illustration simple qui montre que même GPT-4 n'est pas forcément aussi intelligent qu'il en a l'air. Et que l'intelligence artificielle, elle n'est pas, l'intelligence artificielle générale, tu vois, déjà, elle n'est pas vraiment pour tout de suite. Alors, pourtant, ils ont des capacités incroyables. On est vraiment dans une situation assez paradoxale où on a des modèles énormes, incroyablement sophistiqués, qui ont des capacités qu'on découvre toutes les semaines. Par exemple, on a vérifié cette semaine que GPT 3.5 savait très bien jouer aux échecs. On peut pas dire qu'il n'a pas été entraîné à ça, GPT 3.5, mais GPT 3.5, je crois qu'il a un niveau Elo de 1800 ou un truc comme ça. Et donc c'est un bon joueur d'échecs pour une raison qui est pas claire. Et pourtant, GPT 3.5, si tu lui demandes qui est le fils de Mary Pfeiffer, il sait pas. Donc à quel point GPT-4 ou GPT 3.5 ils sont capables de généraliser finalement au-delà de cet aspect statistique, à quel point ils sont capables d'avoir des aptitudes qui sont réelles.
ça reste une question ouverte. J'aime beaucoup à quel point tu arrives à souffler le chaud et le froid avec les sujets d'intelligence artificielle, où tu nous dis que, et c'est pas incompatible évidemment, mais que on passe de l'ère du PC à l'ère du copilot, et en fait tu nous confirmes quand même derrière qu'ils sont foncièrement stupides. Mais ce qui est pas incompatible là. Non, c'est pas incompatible parce que fonctionnellement parlant, si on les utilise uniquement comme des interfaces, en réalité, fonctionnellement parlant, ils peuvent être à la fois très utiles, très sophistiqués et pas très intelligents. Oui, et il faut le garder à l'esprit, justement, notamment si vous les utilisez et si vous voulez les utiliser, parce que ça vous permet de mettre leurs usages en perspective. On parle un petit peu de ce qui se passe en Chine, Guillaume, en matière d'intelligence artificielle aussi. Oui, il y a tant de questions vertigineuses, donc sur le futur, dont on n'a même pas besoin finalement, le futur, parce qu'il y a des trucs qui se passent en ce moment même et qui sont complètement dingues. Par exemple, les IA sont déjà au boulot depuis un petit moment, et pas qu'en Occident. En fait, la Chine est à fond la caisse dans l'IA, tellement qu'ils pourraient... Alors, la Chine, ils sont tellement à fond qu'ils pourraient déjà avoir atteint le pic de la hype, tu sais. Ils pourraient très rapidement d'ailleurs déboucher sur l'éclatement de la bulle tech, qui enfle depuis environ 2 ans là-dessus, là-bas, puisque les investisseurs ont littéralement arrosé les startups. N'importe quelle boîte qui pitch un truc avec les 2 lettres IEA, elle repart avec des millions de dollars, voire des dizaines de millions de dollars, voire plus. Bon. Résultat, aujourd'hui, il y a en Chine des centaines de boîtes qui ont autant de modèles de deep learning plus ou moins efficaces et plus ou moins redondants, avec plus ou moins de concurrents. Et donc, il y a au moins d'ailleurs, par exemple, 130 modèles de langage dans le pays. Ce qui est clairement trop, parce que là on parle des modèles généralistes. Ils ont 130 modèles fondationnels, comme on dit. Donc il faut rajouter des douzaines de modèles plus spécialisés, et ça c'est juste pour le langage naturel. Donc c'est une véritable explosion cambrienne, voilà, j'aime bien cette expression. Oh, c'est génial. Oui, j'aime cette expression, ça me rappelle quand j'étais jeune et que j'aimais bien les dinosaures. Et bon, Cambrien, il n'y avait pas de dinosaures, remarque, il y avait c'est un bail, il y a un bail, le Cambrien, c'est 100 millions d'années, il y avait plein de bestioles, mais il n'y avait pas des trucs super spectaculaires, il y avait surtout des crevettes, des coquillages, des algues, ce genre de trucs, escargots, machin. Des fruits de mer, on peut le dire. Ouais, il y avait des fruits de mer, c'est ça, mais bon, voilà, c'était pas du tout toujours la fête de la crevette, d'ailleurs, au Cambrien, parce qu'il y a 510 millions d'années, il y a eu aussi une grosse extinction qui a balayé 50% de la friture. Bon, ça risque d'être un petit peu pareil en Chine en fait, parce que voilà, les pauvres IA crevettes chinoises, elles risquent de se faire défoncer comme il faut, parce que après l'argent quasi gratuit, il faut trouver un business model viable. Il faut trouver une rentabilité malgré de gros frais de fonctionnement et une compétition très féroce. Donc il va y avoir du tri dans les 12 mois qui viennent là, d'autant que l'économie chinoise est en train de ralentir très sérieusement. Et donc cette question se pose d'ailleurs, aussi bien en Chine qu'ici finalement. On en parlait. On en parlait pour Microsoft, mais finalement, Bard ou Alexa, c'est la même chose, tu vois. Tout ça, c'est loin d'être gratuit. Est-ce que ça... Enfin, je veux dire, est-ce qu'il y aura un retour sur investissement suffisant? On verra bien. En tout cas, la Chine, c'est un acteur de poids dans le secteur de l'IA, et malgré les restrictions américaines, qui font tout pour ralentir la technologie chinoise, souvent par des embargos sur des puces ou des technologies occidentales, ils arrivent quand même à se maintenir et à rester compétitifs, et c'est assez impressionnant. Et en fait, tout dernièrement, là, il y a Gina Raimondo, qui est secrétaire du commerce américaine, qui s'est littéralement étouffée quand elle a vu les nouveaux téléphones Huawei. Elle était en visite en Chine, et comme ça, détente, il y a en vente là-bas des Mate 60 Pro, avec des processeurs Kirin 9000S qui sont gravés en 7 nanomètres, par SMIC, le fondeur national de semi-conducteurs. Alors, en clair, ce que ça veut dire, c'est que les Chinois sont bien plus avancés en termes de miniaturisation que ce que les Américains l'espéraient. Parce que pour eux, ils n'étaient pas capables d'avoir mieux que du 14 nanomètres, qui est un process qu'Intel et TSMC avaient maîtrisé il y a à peu près 10 ans. Et après, il y a eu le 12, le 10 et le 7 nanomètres qui datent de 2018. Donc en gros, on est passé d'un coup de 10 ans de retard à 5 ans de retard seulement pour la production domestique en Chine. Et ça, c'est très important parce que les puces gravées plus fins, c'est des puces qui sont plus compétitives et qui permettent de créer des IA beaucoup plus vite et beaucoup moins chères et qui sont donc plus facilement compétitives avec les nôtres. Donc si c'est avéré, ça veut dire que les Chinois sont pas tant en retard que ça, et c'est très bien joué de la part de SMIC parce que techniquement c'est un véritable tour de force. Ils ont peut-être rattrapé leur retard, on sait qu'ils en sont largement capables de toute façon. Guillaume, peut-être qu'une orientation qui va arriver quand on fait un grand mix de tout ce qu'on a abordé depuis le début de cet épisode en matière d'intelligence artificielle, c'est une nouvelle tendance qui serait celle de remplacer des métiers par des avatars virtuels. Et peut-être même, Guillaume, que cette course est déjà lancée avec a priori une explosion cambrienne, encore une fois, d'influenceurs marketing visuel qui pullulent. Ouais, doit-on craindre le grand remplacement? Par les IA, bien sûr, évidemment. Pas tout de suite, mais on y travaille.
Restons encore un peu en Chine, tiens, parce que comme partout, ils ont là-bas des armées d'influenceurs marketing qui sont juste tout simplement des vendeurs, en fait, hein, parce que concrètement, c'est Pierre Bellemare, mais en live stream, tu vois. Et c'est ça en réalité, hein, c'est le téléachat de papy, mais avec avec des bombes et Sur TikTok. Voilà, sur notre média, sur TikTok, exactement. Mais bref, si tu te balades en pleine nuit sur les plateformes live en Chine, effectivement, comme Taobao ou Douyin, donc le TikTok chinois, donc vers 3h du mat, eh ben, tu auras quand même des gens pour te faire l'article, hein, pour te vendre un canapé, un démonte-pneu ou un couteau à melon. C'est fascinant, et surtout, dans leur immense majorité, ce sont pas des humains, ce sont des doubles synthétiques. Donc il y a bien une vidéo d'un mec ou d'une meuf qui parle d'un produit, la synchro labiale est bonne, elle fait les gestes classiques, hein, tu sais, les abonnez-vous, comme ça, elle montre les boutons abonnez-vous, achetez le panier, c'est là, etc. Certains réagissent même à ce qui est dit sur le chat, et pourtant, bah, ce sont juste des super deepfakes. Quand le visage est synthétique, la voix aussi, et dernièrement, le script est en grande partie généré automatiquement. Le e-commerce est devenu un débouché très lucratif pour des boîtes qui font de la vidéo synthétique. Donc l'amélioration des algos ces dernières années a rendu la chose simple et pas très chère. Donc en gros, c'est 1000$ pour avoir son clone numérique, et puis c'est rentable parce que le but c'est de remplacer les streamers moyens, surtout à des heures de très faible fréquentation, c'est moins cher que d'en payer à faire les 3-8. Hein. Et en général, 2 ou 3 streamers apportent 80% des recettes, hein, les grandes stars, et puis le reste, ça peut très bien être remplacé par des clones IA, quoi. Hein. Et là encore, c'est la situation économique en Chine, hein, où tout le monde veut faire baisser ses coûts et augmenter son efficacité, qui encourage à opter pour le double numérique quand c'est possible. Donc les revenus des streamers sont d'ailleurs en nette baisse, et donc les avatars se sophistiquent, hein, et les grandes boîtes comme Alibaba ou Tencent commencent à proposer les leurs directement. Il y a Silicon Intelligence qui veut même rajouter une composante émotionnelle aux clones, qui pourront se montrer tristes si on les insulte par exemple dans le chat. La boîte a déjà généré 400 000 streamers virtuels et elle va en créer 100 millions, d'ici 2025. Je suis subjugué en regardant les vidéos. Moi, je devais te faire une confession, Guillaume. Je pense que je manque d'entraînement probablement, mais je ne suis pas en mesure de voir ce qui cloche dans ces vidéos. C'est le site technologiereview.com. Vous irez regarder avec le lien dans les notes de l'épisode. Mais moi, je ne suis pas assez compétent désormais pour identifier, peut-être en le regardant plein de fois et en analysant le truc, hein, mais quand j'ai préparé l'émission sur la base du conducteur que tu as préparé, je ne voyais pas la différence avec des humains. C'est remarquable. Enfin, je suis particulièrement mauvais ou tu es particulièrement bon ou toi aussi tu confesses des difficultés pour identifier. Non, mais si tu le sais pas, tu sais, c'est des trucs, c'est des gens qui parlent face caméra de manière assez fixe, avec des trucs assez stéréotypés. En plus, ils parlent pas notre langue, donc ouais, ça aide aussi. Ouais. Mais c'est vrai que c'est du deepfake, hein, donc ça reste de la vidéo, c'est la vidéo synthétique, mais voilà, c'est la vidéo, quoi. C'est remarquable, c'est fou, bluffant. Technologiquement, c'est à la fois effrayant et enthousiasmant. Bon, et évidemment, il n'y a pas qu'à nous que ça fait peur, Guillaume. Il y a les personnes auprès de qui le travail est peut-être, alors indirectement menacé, mais qui pourraient aussi prétendre le fait qu'on les a pillés, notamment les écrivains, Guillaume. Oui, ça se corse pour OpenAI. On a déjà évoqué pas mal d'auteurs qui avaient attaqué pour violation de copyright cette semaine. On a droit à une nouvelle fournée, voilà, une nouvelle salve de plaintes avec des grands noms quand même, comme John Grisham ou George R.R. Martin. Et évidemment, je ne sais plus si on en avait parlé, il me semble que oui aussi, la Guilde des auteurs, avec plus de 10 000 écrivains qui publient une lettre ouverte aux grosses boîtes du secteur, et qui appellent à donc correctement créditer et rémunérer les auteurs, donc à demander leur consentement, et bien sûr. Donc c'est une lettre qui est signée par plein d'auteurs connus comme Dan Brown, Margaret Atwood, Susan Collins ou George Sanders. Bon, voilà, Martin et ses potes attaquent avec les mêmes arguments qu'on a déjà cités les semaines dernières. ChatGPT, c'est une machine à plagier qui peut techniquement, même s'ils ont rajouté des limitations, écrire à la demande du texte dans le même style ou dans le même univers qu'un roman connu. Bon, là, théoriquement, on avait dit aussi qu'OpenAI a raison de dire que ils ont fait lire tout ça à GPT-4 pour lui apprendre comment fonctionne le langage et pas spécifiquement pour copier des œuvres copyrightées. Mais bon, en pratique, tout le monde sait que GPT-4 a un petit peu trop bien appris, quoi. C'est-à-dire que les grands modèles connaissent effectivement leur classique, hein, ils peuvent effectivement imiter le style, ils peuvent effectivement se plonger dans l'univers du truc, hein, on le sait très bien, parce qu'il y a des sites qui exploitent spécifiquement ces capacités, hein, de te faire, par exemple, discuter avec Harry Potter, hein, ce genre de truc, on sait très bien que ça existe. Il y a même des sites comme Social Draft qui vendent des prompts pour
pour écrire des best-sellers et ce genre de trucs. Social Draft, c'est vrai que ça fait un peu peur des fois quand même, parce que pour 3 euros, ils te vendent des prompts pour donc écrire des livres, mais aussi de l'aide de recommandation, des tweets, du contenu Facebook, voilà, donc on imagine tout un futur comme ça, dégueulant de contenu bien creux comme on aime un petit peu partout sur Internet. Et il y en a même un qui promet un revenu passif. Voilà, pour 3 euros, tu deviens un rentier. Bon, au moins, si ça marche pas, tu n'auras perdu que 3 euros finalement. Bon, en intégrant, sans leur consentement, le travail des auteurs, OpenAI en fait les artisans de leur propre chute. C'est ce que disent les auteurs. Donc leur production alimente, voire permettre l'existence d'un outil qui va dévaluer leur propre travail et qui va leur faire une concurrence déloyale qui pourrait aboutir à la mort de fait de l'écriture en tant que métier, économiquement parlant. Et donc, si la plainte aboutit, OpenAI risque de devoir payer 150 000 $ de dommages et intérêts par effraction, c'est-à-dire par bouquin lu par GPT, donc ça va piquer. Bon, même si les auteurs obtiennent gain de cause et que les grosses boîtes n'entraînent plus leur modèle sur du contenu protégé, la question demeure tout de même, parce qu'on voit déjà arriver des parades. Si on regarde d'ailleurs les offres d'emploi de Scale AI et de Appen, donc Appen qui fournissent en fait des datasets aux grosses entreprises d'IA, donc on constate qu'elles commencent déjà à recruter des écrivains. Donc des romanciers, des auteurs de théâtre et même des poètes. Donc Scale AI et Appen en fait sont des plateformes de micro-travail. Donc elles embauchent en masse des gens pour des petits boulots, payés petitement aussi, et qui alimentent des grosses bases de données qui sont utilisées pour entraîner des IA par OpenAI et autres. Donc on pense par exemple à de la notation de photos, de vidéos, etc. Bon, dernièrement, ces plateformes se mettent donc en capacité de produire du texte en volume et potentiellement de haute qualité, et uniquement pour les IA, parce qu'elles seront lues par personne d'autre, ces textes seront lus par personne d'autre que par des IA. Elles recrutent en effet à haut niveau. Elles recrutent en master et en doctorat, ce qui est très inhabituel, parce qu'en général, les micro-boulots nécessitent aucune qualification. Donc on peut par exemple trouver des emplois pour des écrivains de fiction et de poésie en hindi ou en japonais. Ça ne concerne pas que l'anglais, donc, et le but est probablement double. D'une part, on obtient du texte sans aucun problème de copyright, et d'autre part, on monte en gamme, donc en ce qui concerne la qualité des données, et on a vu à quel point la qualité des données du dataset était prépondérante. Donc à la clé, on aura des modèles qui parleront mieux, qui auront potentiellement plus de style, et qui ne seront pas attaquables par des écrivains barbus qui continuent de travailler sur WordStar 4. Bon, de notre côté, évidemment, on ne peut pas éviter de se poser la question. Les écrivains qui travailleront pour Appen seront-ils les petites mains anonymes qui tueront leur propre métier ? Parce qu'après tout, le boulot d'un notateur, il existe, le boulot d'un notateur traditionnel sur les IA, mais il existe que parce que les IA confondent encore trop souvent une banane et un godemiché. Mais quand les algos seront suffisamment efficaces pour reconnaître les bananes à 100%, où ira le godemiché ? C'est une très bonne question. Je n'ai pas envie de répondre, Guillaume, enfin. C'est vrai que c'est quand même cocasse de se rendre compte que les boîtes recrutent des personnes qui vont arriver à combler quelque part le manque d'humanité qu'il peut y avoir dans un travail de digestion des contenus. C'est assez remarquable. Du coup, Guillaume, est-ce qu'on est en droit de perdre totalement confiance dans les intelligences artificielles ? Pour illustrer aussi ces inquiétudes, on peut citer ce sondage Mitra-Harris de juillet 2023, qui fait suite à un premier sondage de novembre 2022 sur la popularité de l'IA, donc c'est des sondages américains. Ce qui est frappant, c'est qu'en 8 mois, la cote de popularité de l'IA a baissé. Elle a baissé de 9 points à peu près, donc pour être plus précis, c'est la proportion de personnes qui pensent que l'IA est aujourd'hui une technologie sûre, qui baisse de 9 points à 39% en juillet. Ça fait pas trop les affaires de Microsoft quand ils veulent rajouter de l'IA dans Windows massivement auprès des consommateurs. C'est ça, donc t'as raison, effectivement, peut-être que ça échouera, va savoir. En tout cas, c'est toujours les mêmes qui pètent l'ambiance, c'est les personnes âgées dont nous faisons partie, je te l'annonce. Oui, j'allais te dire les podcasteurs de Tech Café, mais oui, tu as raison, les personnes âgées dans leur ensemble. Les personnes âgées dans leur ensemble et les femmes, voilà, les rabat-joie habituels, quoi. Oh. Oui, puisque 40% des femmes sont plus excitées qu'inquiètes à propos de l'IA, de même que 42% des vieux de génération X, donc nous, et 30% des très vieux baby-boomers, du coup. À l'inverse, 51% des hommes, 50% des bébés Gen Z et 62% des millennials sont plus excités qu'inquiets donc à propos de la technologie. De cette technologie en particulier. Dans le même ordre d'idée, les jeunes, Gen Z et millennials sont plus disposés à utiliser l'IA dans leur vie de tous les jours, donc à 54 et 58% respectivement. Et bien sûr, les Gen X ne sont que 39%, alors que les baby boomers que 30% à vouloir l'utiliser. Exemple qui vous parlera peut-être, 51% des Gen Z sont tranquilles avec un taxi autonome, ils prendraient un taxi autonome sans problème. Seulement 32% des Gen X, donc notre génération, et 20% des baby boomers seraient sereins dans une Waymo. Globalement, ceux dans les 80% des gens veulent de la transparence. Voilà, ils jugent la sécurité très importante. Bon, c'est très homogène, c'est même transpartisan politiquement.
80% des gens sont inquiets que l'IA soit utilisée pour produire des cyberattaques, 78% pour des usurpations d'identité, 74% pour de la propagande. 52% des actifs répondants ont aussi peur qu'elle les remplace au boulot. Et il y a 46% qui pensent que la tech est prête à être déployée pour des missions critiques. Sous-entendu, des trucs à fort enjeu comme la sécurité, la défense ou la sécurité intérieure, quoi. Donc c'est 8% de baisse. Et enfin, 64% des gens pensent que le but principal de l'IA, c'est d'assister le consommateur, en baisse de 7 points. Donc je sais pas du coup ce que ça serait, le but principal de l'IA, permettre aux boîtes de faire encore plus de fric, sûrement, mais c'est pas forcément incompatible. Oui, c'est vrai qu'on peut tout concilier finalement. Ben oui. On continue, Guillaume, avec une incarnation de la philanthropie avec Mark Zuckerberg et Priscilla Chan. Oui, on a été un peu pessimiste avec ces dernières news-là, avec le sondage en point d'orgue, mais il y a aussi bien sûr des trucs très prometteurs avec l'IA. La fondation Mark Zuckerberg et Priscilla Chan va financer un super ordinateur de 1000 GPU super haut de gamme, Nvidia, tout ça, pour la médecine. En particulier, l'objectif semble être la biologie cellulaire et de pouvoir faire tourner des simulations de cellules pour voir comment telle ou telle réagit à une maladie ou un traitement. La fondation a déjà financé des logiciels et le recensement de grosses bases de données en fait, sur la biologie et la génétique. Alors tu peux y explorer l'expression des gènes en fonction des types de cellules et trouver des infos sur 53 millions de types de cellules différents. Le but du nouvel ordinateur serait de mettre à profit ce dataset et d'autres sans doute pour créer des modèles prédictifs sur les comportements des cellules. Des modèles qui seraient d'ailleurs open source, libres à tous, utilisables par tous. Donc c'est une initiative qui est quand même à saluer, c'est un cluster qui serait le plus gros du monde dans le secteur non lucratif. Évidemment, parce que bien entendu, les grosses boîtes ont beaucoup plus gros que ça. Et toujours dans le domaine de la santé, DeepMind vient de sortir un nouveau modèle qui s'appelle AlphaMiSense, qui serait capable de prédire lesquelles mutations dans l'ADN seraient bénignes et lesquelles provoqueraient des maladies. D'ailleurs, c'est de là que vient le nom, parce que missense, en fait, c'est faux sens. C'est-à-dire une mutation qui change la fonction de la protéine. Donc DeepMind a publié des millions de prédictions d'ailleurs, parce qu'il met pas le modèle en accès libre, parce qu'il a peur que ça devienne un outil pour faire des armes biologiques. C'est pas très rassurant, je sais. Mais bon, le bon côté des choses, c'est que les toubibs peuvent s'en servir pour essayer de repérer les causes de certaines maladies ou syndromes d'origine pas très clairs. Donc on sait bien que changer une lettre au codage d'une protéine, ça change a priori la molécule. Là, on peut savoir avec une certaine probabilité si ça va causer des dégâts ou pas, quoi. Donc le modèle a mis 3 ans à être mis au point, il est basé sur AlphaFold et il utilise apparemment une partie du savoir de ce dernier. Donc AlphaMiSense, en fait, il a été fine-tuné sur un modèle pré-entraîné. Donc c'est une technique qui est assez courante dans le milieu de l'IA et qui pourra faire gagner du temps dans le domaine de la biologie où amasser des données c'est plus cher et plus compliqué. Biologie, médecine, c'est toujours beaucoup plus compliqué. Quoi qu'il en soit, évidemment, il va devoir faire ses preuves sur ce terrain, ce truc-là, mais ce type d'application en médecine fait forcément rêver, même si, bon, faut rester prudent quand même, parce que bon, voilà, il y aura des progrès, après il y aura probablement pas de miracle, mais c'est quand même encourageant. Cyprien, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Tu as gagné le droit d'entendre la réponse de Guillaume Vogt-Jaspal à ta question. Donc tu nous avais mentionné sur Twitter, j'ose à peine y croire, est-il possible d'aborder ce sujet dans le prochain Tech Café ? Je vais avoir du mal à attendre mardi. Effectivement, a priori tu auras attendu quelques jours. Mais il rebondissait à un article de bigdata.fr qui était titré « Toyota vient de créer le chat GPT du travail manuel ». Bon, ça m'a fait un petit peu sourire à ce stade. Ouais, l'IA qui va révolutionner la robotique. C'est pas exactement ça, mais l'IA qui va révolutionner la robotique, oui. Enfin, l'IA et en particulier les dernières évolutions techniques dans le domaine sont prometteuses aussi pour les robots. Donc on a déjà parlé plusieurs fois par exemple de PaLM-E, donc et des robots de Google, qui utilisent donc un modèle de langage multimodal pour accroître le savoir et étendre les possibilités de robots qui existent déjà. Alors, parce que les robots, c'est pas nouveau, évidemment, on en a plein, ils marchent très bien, mais ils sont tous ultra spécialisés. Et le souci avec les robots actuels, c'est que c'est très dur d'en faire qu'ils soient polyvalents et qui s'adaptent, quoi. C'est-à-dire dont le comportement soit robuste dans des conditions qui varient. Ils sont un peu rigides, tu vois, ils sont pas très adaptables, les pauvres. Et donc avec PaLM-E, Google a injecté de la généralité avec des modèles de langage, parce que donc ils ont pris un modèle de langage pré-entraîné qui s'appelle PaLM, et qui sait déjà des tas de trucs lui-même, et le robot finalement, grâce à PaLM, si tu lui fais cette espèce de transplantation, il sait d'office des tas de choses. Bon, ensuite, évidemment, il faut faire une phase d'entraînement supplémentaire pour adapter tout ça à un contexte robotique, mais en tout cas, ça lui permet de savoir plus de choses. Alors, chez TRI, donc TRI, c'est Toyota Research Institute, ils prennent un chemin qui est un peu différent. Ils ont mis au point une technique pour apprendre de nouveaux gestes au robot assez rapidement. Donc, ils ont aussi trouvé que le sens du toucher était très important. Donc, le robot, ils ont des
Le robot, c'est des bras, en fait, c'est des bras robots avec des pinces, et c'est pas des androïdes, donc c'est des pinces, et souvent, ils ont une sorte de gros pouce moelleux, un gros pouce en ballon, comme ça, qui leur permet d'avoir un sens du toucher, et ça permet des manipulations très délicates. Quand je dis délicates, c'est des trucs qu'on voit pas faire les robots très souvent, comme peler une patate, tu vois, peler avec un couteau, ou beurrer une tartine, des trucs qui requièrent quand même une certaine dextérité. Ils peuvent même manipuler des liquides, utiliser des outils comme un batteur à œufs, ils sont prêts pour Top Chef, quoi, tu vois, c'est quand même fort. Et tout ça, c'est pas codé. Il n'y a pas une seule ligne de code, et les robots l'ont assimilé par l'exemple. Donc il y a un manipulateur humain qui exécute les mouvements plusieurs fois avec des bras robots. Alors attention, c'est pas visuel. Les robots, ils voient rien. En fait, il y a un télémanipulateur. C'est-à-dire que le mec donc prend prend d'autres bras robots en fait et fait les gestes, et en fait il fait les gestes à la place du robot. Donc le robot reproduit ce qu'il fait et il apprend comme ça par gestuellement. Donc ensuite, une fois qu'il a eu cet exemple gestuel disons plusieurs fois, il va digérer ça pendant la nuit, et le lendemain il s'est beurré une tartine, quoi, voilà, donc ou même beurré avec du Nutella, tartiner avec du Nutella, et c'est le cran au-dessus ça, parce que ça colle vachement le Nutella. Et donc voilà, et cette technique de deep learning là qui est utilisée, ce qui est marrant, c'est qu'elle est assez familière puisque c'est un modèle de diffusion. Donc en fait, les comportements, donc les comportements moteurs du robot sont comme des images qui sont générées par Stable Diffusion. C'est un modèle de diffusion pareil. Donc cette fois, on génère pas des images, mais on génère des comportements moteurs, donc des suites comme ça d'actions motrices, des suites de mouvements, qui sont conditionnés par les entrées sensorielles du robot, comme une image est conditionnée par un prompt et ou une image. Tu vois ? Donc là, le prompt, c'est ce que je vois et dans quelle position sont mes membres, et la génération, c'est une action motrice de ces membres. Et en fait, les robots Toyota, ils apprennent assez rapidement. Donc Toyota a déjà réussi à apprendre 60 comportements différents à donc ces bras télémanipulateurs. Et le but, c'est bien plus que ça, c'est 1000, voire plus. Et donc l'idée finale serait de construire une sorte de gros modèle de langage pour les comportements. Donc l'espoir, c'est que, comme ChatGPT peut, à partir d'un volume de texte généralisé et produire autant de texte qu'on veut sur tous les sujets, Toyota voudrait que, à partir d'un modèle, à partir d'un ensemble de quelques milliers de comportements, le robot pourra faire pareil et généraliser sur des comportements de robots. Donc on l'entraîne sur un gros volume de comportements, et ensuite il peut généraliser et adopter des comportements nouveaux, des comportements émergents qui s'adapteraient tout seuls à des contextes qu'il n'aurait jamais vus. Et donc c'est ça la notion c'est probablement pour ça qu'il y a cette référence à ChatGPT, c'est leur notion de LBM, pour Large Behavior Models, qui est donc une analogie avec LLM, Large Language Models. Donc c'est pas vraiment un ChatGPT, mais si tu veux, c'est une analogie avec les LLM. Le but serait effectivement d'avoir d'avoir une intelligence générative qui génère des comportements de robots à partir d'un certain nombre d'exemples. Le fait est que c'est pas encore fait, tu vois, parce qu'il faut quand même les faire, ces milliers de comportements. Il faut quand même avoir ce dataset de base, quoi. Et ce dataset de base, il va prendre quand même un petit moment à faire, donc ce sera, il projette 2025, je crois, pour avoir un petit millier de comportements, à voir si ça suffit, effectivement, pour avoir un modèle qui généralise et qui est donc capable de passer d'une activité à une autre de manière fluide et de s'adapter, etc. C'est encore une fois un pari sur l'avenir. Écoute, on souhaite que ça porte ses fruits. Et après tout, ça pourra peut-être améliorer des conditions de travail extrêmement manuelles et pénibles dans le bon sens. C'est en tout cas comme ça qu'on va le retenir. Guillaume, on va terminer cet épisode en faisant notre devoir jusqu'au bout. Et notre devoir, c'est aussi d'aborder un petit peu ce qui se passe dans le monde du jeu vidéo, qui est forcément une composante de la tech. Quelques éléments clés. On parlait déjà la semaine dernière, Guillaume, de la bourde pour ne pas la qualifier autrement, de la part de Unity, qui propose un moteur de jeu qui est assez répandu dans le développement de jeux vidéo, qui changeait un petit peu son modèle économique. Ça ne plaisait pas à grand monde, voire à personne. Ils ont rétro-pédalé, Guillaume. Oui, il y a eu des tentatives maladroites de limiter la casse. Finalement, Unity a fini par présenter de nouveaux tarifs qui reviennent en arrière, et c'est mieux. C'est mieux parce que la commission à l'installation devient grosso modo optionnelle. En plus, c'est plus rétroactif, et puis ils veulent lancer aussi une version avec un support à long terme, une LTS, comme on dit chez Ubuntu. Donc il existe toujours la licence personnelle qui est gratuite, qui demande rien du tout jamais. Donc un bon point. Et puis quand vous passez le cap du million de revenus sur 12 mois, vous pouvez choisir entre 2,5% de vos revenus bruts ou une commission basée sur l'engagement de vos jeux, entre guillemets. Alors pour éviter qu'on essaie encore
en gros de leur envoyer des cocktails Molotov sur la tête, Unity décide de ne plus parler d'installation, mais d'engagements initiaux. Ils ont trouvé un nouveau terme, effectivement, pour coller au mieux à ce qu'ils veulent dire. C'est pareil, mais ça stipule bien que c'est initial et que donc ça compte pas lors des réinstallations. Les copies pirates, évidemment, c'est exempté aussi. Voilà, c'est le dev de toute façon qui va devoir déclarer à partir des données qu'il a, donc c'est déclaratif. Je pense que c'est bien qu'ils utilisent plus le terme d'installation, alors que ce n'était pas des installations. Enfin, ça posait trop de problèmes d'utiliser le terme d'installation, en fait. Oui, probablement, oui, c'est vrai. Et bon, après, il y a toujours des tarifs dégressifs, évidemment, pour chaque engagement initial. Donc ça varie de 15 centimes à moins d'un cent, ça dépend du nombre total, etc. Donc finalement, bon, écoute, Unity c'est pas trop mal rattrapé techniquement, puisque on peut choisir son modèle, et que finalement le nombre d'installations est déclaratif. Bon, ça paraît à première vue pas trop déconnant. Est-ce que ça va suffire pour rassurer tout le monde et restaurer la confiance ? Ça va prendre du temps, ça probablement. Unity a senti très nettement que ça puait le gaz, qu'ils étaient en danger existentiel vraiment avec cette décision. A priori, bon, les nouvelles conditions devraient apaiser comme le débat. Alors c'est dommage pour Godot quand même, le moteur open source qui a dû connaître un gros pic de téléchargement la semaine dernière. Et si Unity avait persisté, ça aurait été une belle opportunité pour lui, mais bon, écoute. On appelle ça le syndrome mastodon, mais évidemment dans d'autres proportions. On continue, Guillaume, avec la presque peut-être possible future conclusion du rachat de Blizzard Activision King par Microsoft. Ouais, cette acquisition, qu'est-ce qu'on en aura parlé ? Heureusement, ça pourrait être bientôt fini, puisque la CMA vient de donner son accord préliminaire, donc fabuleux, super. Réponse définitive le 18 octobre. La restructuration du deal au niveau du cloud gaming apparemment satisfait les Anglais, donc c'est en bonne voie pour être conclu. Ça aura été épique et ça aurait été à l'origine l'une des plus grosses fuites de tous les temps sur Xbox, enfin pour Xbox. On en a parlé d'ailleurs un petit peu dans le supplément. Alors bon, Phil Spencer a réagi à toute cette méga fuite en disant que c'était des informations qui étaient anciennes et en grande partie obsolètes, des vieux mails. Donc qu'est-ce qui se matérialisera finalement ou pas sur ce qu'on a vu ? Est-ce qu'on aura droit ? C'était Xbox cylindrique et qui te plaît tant, ça semblerait. Bon, on a quand même eu des infos sympas. On a combien Xbox, par exemple, était prêt à mettre sur la table pour ramener des jeux dans le Game Pass. Des prix hallucinants, des budgets qui sont suffisants pour financer des jeux entiers et des gros, puisqu'on rappelle que c'était quand même 250 millions pour Suicide Squad, 300 pour Star Wars Jedi Survivor ou 100 millions pour Assassin's Creed Mirage. Alors ça n'a pas été vraiment déboursé, mais ils étaient prêts éventuellement, ils avaient carrément budgété ça, quoi. C'était incroyable. Bon, on comprend mieux pourquoi Microsoft est très pressé de voir grossir les abonnements étable sur 100 millions en 2030, parce qu'il faut rentabiliser ce truc-là. En plus, si tu te fais des petits plaisirs, comme tu vois, un petit Activision solde à 69 milliards, il va falloir que ça ramène. Bon. D'ailleurs, c'est ce que dit en substance Jim Ryan, du côté PlayStation. Jim déteste le Game Pass, parce qu'il dit que ça détruit la valeur et tout ça, et donc il se dit, lui, carrément dubitatif sur la possibilité de rentabiliser la débauche d'investissement que fait Microsoft actuellement, quoi. Bon. En tout cas, pour sauver un petit peu les meubles, donc Phil affirme que les infos sont dépassées, mais bon, on verra bien. En tout cas, le procès FTC Microsoft continue. Et dernier petit machin en date rigolo, c'est Dov Zimring, qui est un ancien product manager chez Stadia, qui pointe les raisons principales qui ont mené à la fermeture brutale du service. Alors le premier, qui fera pas plaisir aux libristes, c'est le choix de Linux par Google comme OS pour les serveurs Stadia, parce que le monde du gaming, c'est quand même beaucoup sur DirectX en majeure partie. Donc Linux et Vulkan, c'est très bien, mais ça permet de pas payer de licence, bien entendu. Mais bon, ça a fatigué d'avance les développeurs qui devaient adapter leur jeu pour le streaming et pour un nouvel OS et des nouvelles interfaces. Alors, nouvelles API et plus que tout, bon voilà, c'est pour un écosystème, si tu veux, qui avait vraiment pas beaucoup de clients au début. Et évidemment, ça a pas aidé, d'après Zimring, que ce qui a condamné Stadia... disons, ce qui a condamné Stadia encore plus, c'est que Google, apparemment, a été très étonné de voir le prix d'un AAA, du développement d'un AAA. Apparemment, Google débarquait complètement. Ça coûte si cher que ça. Ils ont été choqués. Même, faites des efforts. Ils ont été choqués à quel point c'était cher. Voilà, ils lisent pas trop la presse jeux vidéo, apparemment, monsieur Google, parce que... Ils sont pas documentés. Oui, ou alors ils avaient la prétention de dire on va faire moins cher, nous, on va mieux faire que les autres. Ils ont même pas essayé. Et puis de toute façon, bon voilà. Pourtant, c'est vrai que c'est extrêmement cher. C'est 200 millions pour Horizon, c'est 170 pour Red Dead Redemption 2. Google, il a pas eu le mémo. Et puis bon, finalement, il a même pas essayé. Puis ils ont strictement rien fait de leur studio first party. Et donc bon, voilà, ça a joué, on va dire. Et là, c'est fini, c'était mort, quoi. On termine avec le DLSS par Nvidia, Guillaume.
Oui, il y a une interview intéressante sur Digital Foundry qui regroupe, qui regroupe 2 ingénieurs de chez Nvidia spécialisés DLSS. Il y a un dev de CD Projekt et Alex Battaglia, le mec de Digital Foundry, qui est assez intéressant. Si vous vous intéressez en anglais, mais bon, voilà, c'est vraiment intéressant à voir. Il parle de la dernière version de DLSS, la 3.5, de ce qu'elle apporte, en particulier pour le ray tracing, et dans la version 2 de Cyberpunk 2077. Et aussi, plus largement, en fait, de la genèse de DLSS, de comment c'est né, de ce que ça préfigure. Et à un moment, il y a un truc qui a fait pas mal réagir. Il y a Brian Catanzaro, qui est vice-président de Deep Learning chez Nvidia, qui a dit que les frames générés par DLSS étaient encore plus réels que les frames natives calculés par le moteur du jeu. Bon, j'irai pas jusque-là, mais elles sont sans doute pas beaucoup plus fake que le reste, parce que bon, de toute façon, après tout, c'est un simulacre dans un simulacre dans un simulacre, je veux dire. Les images du jeu, c'est... Bon, les images du jeu, c'est des images d'un univers virtuel, déjà, bien sûr, mais lui-même n'est qu'un décor de cinéma. Puis parce que les moteurs de rendu trichent constamment partout pour améliorer les performances, donc c'est pas des vraies ombres, c'est pas des vrais éclairages, c'est pas des vrais reflets, et derrière la porte de ce building, il y a rien, le néant, il y a rien qui existe là où le joueur n'est pas non plus, tu vois, bon. Donc, on fait des images d'un univers qui n'existe pas, et qui n'existe même pas vraiment dans sa propre virtualité, quelque part. Donc c'est vrai que se demander si une image reconstruite par une intelligence artificielle d'un univers qui n'est lui-même qu'un décor de théâtre est plus ou moins réel, franchement, le niveau de méta m'a fait beaucoup rigoler. On est vraiment... Mais bon, en fait, c'est juste c'est surtout du marketing, parce que on est dans un contexte où Nvidia affirme que les jeux avec DLSS sont plus beaux que les jeux en 4K natifs. Et en gros, ce qui est fou, c'est que ce qui était un hack pour améliorer le framerate en upscalant des jeux à basse résolution, c'est tellement sophistiqué au cours du temps que c'est devenu la meilleure manière de jouer au jeu. Bon. Alors, ça, je laisserai chacun juge de cette affirmation, qui arrange quand même bien Nvidia, mais il est clair que le jeu est très beau et très fluide en DLSS, que l'upsampling et la génération de frames va devenir la norme, avec FSR3, avec XESS, qui va probablement se mettre à la génération de frames à un moment donné. Et Catanzaro pense aussi qu'à l'avenir, il y aura de plus en plus de deep learning dans le rendu 3D. Peut-être pas au point que tout sera génératif, mais bon, ça va avancer dans ce sens, il pense que ça va lui aussi avancer dans ce sens. Et déjà, de toute façon, la grande majorité des pixels d'un jeu qui tourne en DLSS 3 n'ont jamais été rendus par le moteur 3D. Bon. Au passage, Phantom Liberty sort demain, sinon, donc vous pourrez vous faire une idée vous-même. Ça vous permettra de vous faire votre propre expérience. Meilleure que de la 4K native, on vous laisse évidemment réagir quant aux compétences du DLSS qu'on ne dément pas pour autant. Merci infiniment Guillaume pour la préparation de cet épisode de Tech Café. Il était prévu que je puisse avoir une place sur un épisode format supplément, Guillaume n'étant pas disponible de son côté pour un épisode supplément. Je pense que ce ne sera pas possible, donc vous allez avoir peut-être un peu plus de temps pour jouer aux jeux vidéo, écouter d'autres podcasts, lire, sortir peut-être cette semaine. On est désolé de ne pas être présent comme d'habitude avec un supplément. En tout cas, on tient notre rendez-vous avec un épisode hebdomadaire. On vous laisse bien entendu venir sur patreon.com/techcafé pour nous soutenir et nous encourager. Venir échanger entre vous et avec nous sur le serveur Discord et laisser des avis sur les apps de podcast comme Apple Podcast, Podcast Addict ou Spotify. Je voudrais aussi vous inviter à aller jeter un coup d'œil à un podcast qui a changé de nom. Ça s'appelait Agiliste. C'était notamment animé par Julien Deray, avec qui je fais Relife avec Matt. Et donc c'était Agiliste autour de la productivité avec les méthodes agiles. Et il se renomme en Tech Ronin. Donc c'est un petit peu plus de hauteur qui est prise, un petit peu moins de spécificité sur les méthodes agiles. Je suis sûr que ça pourra vous intéresser. J'en profite aussi pour vous dire qu'un épisode de Relife est sorti hier au moment où on enregistre cet épisode de Tech Café où on vous parle de la charge mentale. J'espère que ce sera de nature à vous inspirer et à vous donner tout un panel de suggestions pour vous alléger votre quotidien. Et puis bien entendu, exercice incontournable, je vous invite aussi à nous solliciter à titre individuel. Guillaume, où est-ce qu'on peut te retrouver ? Écoute, peut-être qu'on va me retrouver sur Social Draft, finalement, en train d'essayer des prompts magiques, pour essayer de gagner du fric à rien foutre. Ah, voilà, ton vrai visage éclate au grand jour pour les personnes. Le rêve de tout homme. Évidemment, gagner du fric à rien foutant, voilà. Ah, quelle belle vie. Je sais pas, en fait. Mais oui, probablement. Je sais pas. Mais quelle belle vie. Je suis Guillaume Vendée, vous me retrouvez sur guillaumevendée.fr, sur les réseaux sociaux. Je sais que vous me contactez de temps en temps sur Instagram, c'est toujours un grand plaisir que je recevrai vos petits messages privés et que j'irai à la hauteur de ce que ça pourrait être pertinent pour vous. Merci beaucoup pour votre fidélité. On se retrouve dans quelques jours, peut-être dans une semaine maintenant, pour un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous. Ciao à tous.